auditionnons ce soir Monsieur le préfet de police de Paris. Je vous remercie. Merci, cher Laurent. À la suite des troubles survenus en marge de la finale de la Ligue des Champions, vous le savez, remportée par le Paris Saint-Germain le samedi 31 mai. Cette compétition sportive, bien que disputée à Munich, a rassemblé en région parisienne des dizaines de milliers de supporters, dans l'enceinte du Parc des Princes notamment, comme dans plusieurs espaces publics. Dès le lendemain, une parade de l'équipe vainqueur s'est tenue sur les Champs-Élysées, attirant plus de 100 000 personnes. En dépit d'un dispositif que vous avez qualifié, monsieur le préfet de police, de massif, mobilisant 5 400 policiers et gendarmes, 5 400, complétés par des mesures de restriction de circulation, de fermeture des commerces, vous reviendrez sur ces aspects, monsieur le préfet de police, bien sûr, et d'interdiction de transport d'objets dangereux. La région parisienne a été le théâtre de violences marqué par 570 interpellations, des dizaines de blessés parmi les forces de l'ordre, des tirs de mortier, des actes de vandalisme et aussi des agressions à caractère sexuel dont la presse fait état notamment. Le bilan national encore provisoire fait état de 2 décès, de 692 départs de feu et de 264 véhicules incendiés. Monsieur le préfet, vous aviez qualifié le bilan de ni réussite ni échec, et il était au regard des circonstances et des événements qui ont ému une partie significative de l'opinion publique, il était évidemment normal que la commission des lois, exerçant son pouvoir de contrôle, puisse comprendre les choix opérationnels retenus, apprécier la proportionnalité de la réponse engagée, mesurer l'évolution des profils de fauteurs de troubles et tirer les enseignements nécessaires à l'approche d'autres rassemblements à risque, et ils sont nombreux au cours d'une même année, bien entendu. Je vous donne par conséquent, sans plus attendre, la parole, monsieur le préfet de police, pour environ 20 à 25 minutes, et puis ensuite nous passerons aux questions posées par les orateurs des différents groupes. Monsieur le préfet de police, c'est à vous. Merci beaucoup, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Donc peut-être effectivement un propos liminaire pour expliquer ce qu'était ce dispositif ce soir-là, à la fois le soir de la finale de Ligue des Champions et puis le lendemain. Vous rappelez qu'il y avait évidemment plusieurs événements à organiser ce soir-là. La finale se déroulait à Munich, mais nous avions au Parc des Princes une retransmission qui était organisée avec accès sur titre, mais le Parc des Princes était plein. Nous avions la probabilité très forte qu'il y ait de nombreux, c'est-à-dire des milliers de supporters du Paris Saint-Germain, ou en tout cas de personnes qui se rassemblent aux abords du Parc des Princes. Nous avions évidemment la très forte probabilité, et c'est ce qui s'est produit, d'avoir énormément de monde dans Paris, dans les débits de boissons, sur les espaces publics, et ça a effectivement été le cas. Nous avions aussi également à gérer des fan zones, notamment en petite couronne parisienne, où il y avait plusieurs dizaines de fan zones, dont certaines regroupaient plusieurs milliers de participants. Nous avions évidemment, et c'est un grand classique, le périmètre des Champs-Élysées, puisque sur ce périmètre, traditionnellement, les soirs de match, se rassemble une foule importante. C'est un lieu de regroupement habituel. Et puis, évidemment, en cas de victoire, nous attendions, et c'est ce qui est arrivé, une foule immense partout dans la capitale. Le dimanche, donc ça c'est pour le samedi, le dimanche, il y avait une parade en cas de victoire. Et fort heureusement, c'est ce qui est arrivé pour le Paris Saint-Germain. En cas de victoire, nous avions une parade à monter, à installer sur les Champs-Élysées. Un montage qui commençait dès 5 heures du matin, pour accueillir 110 000 personnes. Nous avions un périmètre de protection à mettre en place dès 6 heures du matin autour des champs et sur un périmètre élargi. Et puis, nous avions également, bien sûr, à assurer, avant la parade, l'escorte et le retour des joueurs du Paris Saint-Germain à Roissy, que nous devions conduire au niveau des Champs-Élysées. Et puis, après la parade, dernier épisode, c'était la présentation du trophée au Parc des Princes, présentation donc du trophée à un public d'abonnés, de personnes qui avaient réservé leur billet. Donc l'accès se faisait également sur titre. Donc autant dire qu'il y avait une multiplicité d'événements partout dans la capitale et en petite couronne, partout sur la plaque parisienne qui relève de ma compétence. Et puis bien évidemment, comme il y avait une foule immense, il était pour nous absolument indispensable de prévoir un dispositif de véhicules béliers extrêmement important. Concernant le dispositif, c'est d'abord un dispositif de police administrative. Je n'y reviens pas, je répondrai éventuellement à vos questions, mais on a pris beaucoup de mesures, notamment de fermeture de circulation très anticipée sur les Champs-Élysées, des mesures d'interdiction de stationnement également,
Nous avions des périmètres SILT. Nous avions également pris des mesures d'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique, de port et de transport d'engins pyrotechniques. Voilà, donc la panoplie habituelle de mesures de police administrative qui ont été prises ce jour-là. Et puis il y a le dispositif policier qui a été élaboré par le préfet de police, avec l'ensemble de ses équipes, dont une partie m'entoure ce soir. Et puis surtout, c'est un dispositif qu'on élabore toujours collectivement avec les représentants également donc de la préfecture de police, des compagnies républicaines de sécurité, des gendarmes mobiles, qui a donné lieu à plusieurs réunions, évidemment, plusieurs réunions de travail. Et puis, j'ai eu l'occasion de le présenter au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, lors d'une réunion qui s'est tenue le 23 mai, et réunion qui a suivi un certain nombre, évidemment, d'échanges avec le ministre. Ce dispositif a été également présenté, notamment pour la partie où il était le plus impactant, c'est-à-dire la partie des Champs-Élysées, tout le périmètre des Champs-Élysées. Il a été présenté aux élus, aux commerçants, aux acteurs tels que les transporteurs, lors de réunions qui se sont tenues avant le week-end de l'Ascension. Et j'ai moi-même présidé le briefing, le traditionnel briefing d'avant-événement, qui s'est tenu à 13h à la préfecture de police et qui réunit l'ensemble des responsables des services de sécurité, donc policiers de la préfecture de police, CRS, membres des gendarmes mobiles, et puis le commandant de la BSPP, ici présent également. Le dispositif a mobilisé 5400 effectifs pour samedi et la nuit, donc 5400, ce qui est tout à fait inédit, dont 34 forces mobiles, soit deux de plus que ce que j'avais demandé au ministre d'État, c'est-à-dire 32. Et donc 5400 effectifs, le reste étant constitué d'effectifs de la préfecture de police, notamment de la direction de l'ordre public et de la circulation, et puis de la direction de la sécurité de proximité et de l'agglomération parisienne, qui ont été donc mobilisés. 5400 par rapport au débat qu'il y a eu sur les forces mobiles. À aucun moment, le ministre m'a donné moins de force que ce que j'ai demandé. Et en tout état de cause, je relativise ce débat, puisque les forces mobiles, par rapport au volume d'effectifs que nous avons mobilisés, c'est un gros tiers. C'est un gros tiers des forces. En tout cas, j'avais les renforts que j'avais demandés. Pour le lendemain, nous étions 4800 pour le lendemain. Alors avec évidemment des événements qui étaient plus cantonnés. On était sur la parade, le Parc des Princes, mais nous étions 4800. Dans les deux cas, on est très au-dessus des mobilisations sur des événements précédents, notamment la Ligue des Champions 2020, finale perdue par le Paris Saint-Germain, où il y avait 3000 effectifs, et la finale de la Coupe du Monde, où il y avait 4000 effectifs. Pour la partie qui nous concerne, pour la préfecture de police, on a procédé à de nombreux rappels sur les congés, sur les temps de repos, et beaucoup de décalage horaire pour avoir le maximum d'effectifs sur les créneaux, qui étaient notamment ceux de 16h, 4h, voire 15h, 2h pour le dimanche. 14h, 2h, pardon, pour le dimanche. Concernant les missions qui ont été demandées aux forces de l'ordre. Je vais les détailler point par point, enfin secteur par secteur, avant d'en venir évidemment aux incidents. Concernant les missions, d'abord, ce qui a été demandé, et contrairement à ce que j'ai pu lire également dans la presse, ce sont des contrôles, comme on le fait à chaque fois, en profondeur. C'est-à-dire que les préfets de Grande Couronne, les directeurs interdépartementaux de police nationale de Grande Couronne et les commandants de groupement de gendarmerie de Grande Couronne ont procédé à des contrôles dans les gares, sur réquisition évidemment des parquets. On procédé à des contrôles dans les gares, des fouilles, des contrôles au péage. On a lancé énormément de contrôles. Donc ça, c'est ce qui a été demandé et réalisé. Pour le Parc des Princes, nous avions un dispositif qui était similaire à celui d'un match de football, donc le soir du match pour la retransmission, avec un périmètre de protection autour du stade. Et puis surtout, nous avions des effectifs en périphérie, car fort de l'expérience de la demi-finale contre Arsenal, nous savions très bien qu'il y allait avoir plusieurs milliers de personnes qui allaient se regrouper, notamment sur la place de la Porte de Saint-Cloud, et probablement, ce qui est arrivé, créer un certain nombre d'incidents. Donc ça, c'est pour le dispositif autour du Parc des Princes. Pour les Champs-Élysées, la stratégie qui a été retenue a été de fermer la circulation, de sanctuariser totalement la place de l'Étoile, donc circulation automobile, piéton, personne ne pouvait y accéder, de positionner nos parcs de véhicules le long des commerces sur les Champs-Élysées pour les protéger. Trop souvent, par le passé, les soirs de victoire, il y a eu des pillages nombreux de commerces sur les Champs-Élysées. Donc c'était évidemment une de mes préoccupations, partagée évidemment avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui était d'éviter des pillages sur les champs. Donc on avait positionné le parc
D'ailleurs, en lien très étroit également, je tiens à le dire, avec Madame la maire du 8e, qui a été représentée à toutes mes réunions. Et puis donc, nous étions présents dans les avenues perpendiculaires des Champs-Élysées, où on a souvent des attaques de commerce, les soirs de festivités. Et puis, nous avions un dispositif de mobilité, c'est-à-dire des compagnies, à la fois des gendarmes mobiles, des compagnies républicaines de sécurité et des compagnies d'intervention de la DOPC qui étaient chargées de disperser et d'aller impacter les groupes de personnes qui commettraient des dégradations ou des violences. D'ailleurs, je tiens à dire que les consignes que j'ai données étaient très claires. Très claires. Moi, quand on est en briefing, je parle d'aller impacter, d'aller au contact. Contrairement à ce que j'ai pu lire dans certains articles de presse, la doctrine d'intervention des forces de sécurité intérieure est une doctrine d'intervention. Dès qu'il y a des dégradations, dès qu'il y a des violences, on intervient. Et il n'y a aucune hésitation. Aucune hésitation. J'y reviendrai. Voilà pour ce qui est des Champs-Élysées. Alors sur le reste, je vous ai parlé du parc des Champs-Élysées. Pour le reste, on avait un gros dispositif dans les transports. On avait plus de 70 équipages qui étaient mobilisés, chargés de la protection des gares, des lignes et des stations de métro, aux abords évidemment des lieux les plus sensibles, comme les Champs-Élysées ou le Parc des Princes. Et puis partout sur le reste du territoire, en dehors de ces zones sensibles que sont qu'étaient les Champs-Élysées et le Parc des Princes, nous avions la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, qui, forte de nombreux effectifs mobilisés, plus de 2000 personnes, qui saturaient toute l'agglomération parisienne. Toute l'agglomération parisienne. Avec là un objectif de mobilité et d'aller au contact des groupes qui commettraient des violences. Et c'était vrai notamment à la périphérie du dispositif des Champs-Élysées. Puis on avait un gros dispositif de circulation, je le redis, puisqu'il y avait quand même beaucoup de monde sur l'espace public dans Paris. Et donc on avait beaucoup de points de circulation et qui visaient à éviter évidemment la voiture folle qui pourrait se précipiter dans la foule de manière volontaire ou involontaire. Concernant le dimanche, il y avait la parade. Donc la mission, c'était de sécuriser d'abord les joueurs qui devaient se rendre aux Champs-Élysées sans difficulté. Ça a été le cas. On a eu une escorte. J'y reviendrai dans la description des événements. Mais le but, donc, c'était de sécuriser l'arrivée des joueurs, puis le fait de les conduire aux Champs-Élysées. Puis c'est de sécuriser la parade. 110 000 personnes sur les Champs-Élysées, c'est pas rien. C'est pas rien. Et donc, on a à cette fin monté des box. Il y avait 3 box, une jauge, un contrôle de jauge, des fouilles et des palpations systématiques à l'entrée des box, dont une partie d'ailleurs a été réalisée avec le concours d'agents de sécurité du Paris Saint-Germain, qui nous ont aussi aidés à monter les box, puisque dès 5 heures du matin, il fallait monter les box et préparer la parade. Et donc ça, c'était le dispositif pour le dimanche et la parade. Et puis sur le Parc des Princes, nous avions le dimanche soir, pour la présentation du trophée, un dispositif qui était à peu près analogue à celui de la veille, à peu près analogue à celui de la veille, c'est-à-dire un périmètre de protection autour du stade, antiterroriste, avec systématiquement fouilles, palpations, et puis une présence massive de forces de l'ordre sur la porte de Saint-Cloud, aux abords du stade, pour éviter des incidents, avec un aménagement qui a été apporté le dimanche soir, compte tenu de ce qui s'est passé la veille, mais je vais y revenir. Nous avons tenu les accès au périphérique ce soir-là, puisque j'ai pu basculer un certain nombre d'effectifs qui étaient présents sur la parade l'après-midi sur le dispositif du Parc des Princes. Voilà, en tout cas, avant d'en arriver aux incidents, je vais évidemment en arriver aux incidents, les instructions, elles étaient vraiment claires. Moi, j'utilise dans les briefings ces termes-là. L'impact, on va au contact. Quand il y a des dégradations, à la moindre dégradation, on va au contact, on disperse, on interpelle. C'est ce qu'on a fait très tôt. Je vais y revenir pour les incidents. Et en tout cas, là-dessus, moi, je ne laisserai pas dire que la doctrine qui est appliquée est une doctrine du passé, qu'il faut la revoir. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est assez, je ne vous le cache pas, assez insupportable à entendre. Les instructions sont les mots que j'emploie. On impacte, on va au contact. Concernant les incidents, d'abord, il y a eu beaucoup de monde dans Paris. Sur les grands boulevards, à la République, à la Bastille, à Barbès. En petite couronne, on a eu des milliers de personnes, et évidemment, les incidents ont été très sectorisés. Donc il y a l'effet image, l'effet chaîne d'information continue, vidéo, qui donne l'impression, en tout cas pour ceux qui veulent le voir, une impression d'absence de maîtrise de la situation. Ça n'est pas le cas. Sur l'ensemble de la plaque parisienne, la situation était totalement maîtrisée. Totalement maîtrisée. Je vais revenir, ce n'était pas facile pour autant. Je pense notamment à la Petite Couronne ou dans d'autres endroits. Concernant les incidents, d'abord pour le samedi, autour du Parc des Princes, nous avons vu arriver des gens le soir de la retransmission,
par centaines, puis par milliers, sans billets, donc qui n'avaient pas vocation à rentrer dans le Parc des Princes, et qui, en fait, on a vite constaté qu'ils se désintéressaient globalement du match, qui sont arrivés très tôt, et qui, assez rapidement, en fait, ont montré une intention assez belliqueuse, volonté d'aller au contact des forces de l'ordre, jet de projectiles, tentative puis intrusion sur le périphérique. On a eu également des tentatives de pénétration en force dans le Parc des Princes à de nombreuses reprises pendant la retransmission, sur différents secteurs. Tentatives qui ont évidemment toutes été repoussées donc par les forces de l'ordre. Et puis, on a eu surtout beaucoup de prises à partie des effectifs, de jets de projectiles, par des milliers de personnes qui étaient aux abords du Parc des Princes, qui se moquaient complètement du match et dont on a vu apparaître très vite le profil, qui était un profil en fait de casseurs et de pilleurs. S'en prendre aux véhicules, s'en prendre aux forces de l'ordre, s'en prendre au commerce. Ceux dont ils ont été empêchés autour du Parc des Princes, que les choses soient claires, il y a eu des réactions extrêmement fortes des forces de l'ordre. De la même façon, ces individus, à plusieurs reprises, sont descendus sur le périphérique pour bloquer la circulation. Mais ce n'est pas en mode, comme on peut le voir dans certaines manifestations revendicatives. C'était vraiment en mode extrêmement agressif, avec on érigeait des barricades, des barrières Vauban. Donc c'était extrêmement complexe, au milieu des flots évidemment de circulation. Et il a fallu intervenir à plusieurs reprises. Et à plusieurs reprises, nous avons dégagé le périphérique, dans des conditions difficiles, puisque les ponts étaient occupés par des centaines de personnes, et puis nos effectifs descendaient, dégager des barrages sous des pluies de projectiles. Et le travail a été fait tout à fait correctement, convenablement, et on l'a fait systématiquement, notamment grâce aux interventions des compagnies d'intervention de la DOPC, et notamment de la Brave M, dont on parle si souvent. Voilà, ce soir-là, donc, on a eu 2 véhicules brûlés qui ont tourné en boucle sur les chaînes d'information continue, notamment ce véhicule qui a brûlé et que les pompiers sont allés courageusement, en général, éteindre. Et donc voilà, on a eu 2 véhicules brûlés, beaucoup d'interventions de police. Systématiquement, nous allions au contact pour disperser les fauteurs de troubles, donc essentiellement périphériques autour de la porte de Saint-Cloud. Et le dispositif, ce samedi soir, il a été levé aux alentours de 2 heures du matin. Concernant les Champs-Élysées, même chose. On assiste très tôt en fin d'après-midi à l'arrivée massive d'un public plutôt jeune. Je reviendrai sur la qualification des personnes à qui nous avons eu affaire, que nous avons eu en face de nous, très vite, et qui, très vite, ont commencé en fait à prendre à partie nos barrages, les forces de l'ordre. Se désintéressant totalement du match. Ils ne le regardaient même pas sur leur portable. Donc on a assisté à des scènes d'une extrême violence, très vite. Et puis au fur et à mesure, évidemment, que le match se terminant, on a vu arriver des milliers de personnes, évidemment, sur les Champs-Élysées, toujours dans une attitude extrêmement belliqueuse, en début de deuxième mi-temps notamment, alors que le match est en cours. Nos barrages sont pris à partie, on a une tentative d'intrusion sur l'Étoile. Et je donne l'instruction au DOPC, au directeur de l'ordre public et de la circulation, d'utiliser le canon à eau. On doit jouer la 51e minute de la deuxième mi-temps. Sinon, le barrage de l'Étoile est enfoncé et on a des gens qui pénètrent sur l'Étoile. Donc on avait affaire à un public qui manifestement n'était pas venu pour fêter quoi que ce soit de la potentielle ou de la victoire du Paris Saint-Germain, mais qui était venu clairement pour casser et pour piller. Nous, c'est l'analyse qu'on en a faite très vite, très vite. Et le dispositif sur les champs, vous en avez vu des images, il a consisté à aller impacter systématiquement ces groupes qui étaient nombreux et qui s'en prenaient soit aux forces de l'ordre, soit qui tentaient de dégrader aux fins de pillage des commerces, de manière extrêmement violente, très violente. Malheureusement, on déplore un pillage d'un magasin qui est un magasin de chaussures de sport. Donc c'est le seul qui sera touché. Évidemment, je ne m'en satisfais pas, mais j'insiste, c'est le seul qui est touché sur les champs. C'est le seul, à un endroit où il n'y avait pas le parc. Ils en ont profité. 3 minutes après, les effectifs étaient présents. Moi, je me suis moi-même entretenu avec le commandant de la compagnie qui est intervenu. 3 minutes après, ils étaient présents. Ils ont procédé à 30 interpellations à l'intérieur. Et discuter avec le commandant est très instructif. Nous le savions depuis la salle de commandement, évidemment. Mais pendant qu'ils procédaient aux interpellations, ils étaient attaqués de l'extérieur par des groupes de pilleurs et de casseurs. Il faut voir dans quel contexte s'est effectuée cette intervention dans ce magasin de chaussures, qui est le seul à avoir été touché sur le périmètre des Champs-Élysées.
Et par ailleurs, il y a une tentative sur le Chanel, donc les vitres ont été brisées, mais ils n'ont pas pu pénétrer à l'intérieur. Donc voilà, sur les champs, énormément d'activités, avec des groupes qui massivement s'en prenaient aux forces de l'ordre, s'en prenaient au commerce, essayaient de s'en prendre au commerce, essayaient de rentrer dans les perpendiculaires des champs, là où il y a les commerces de luxe et autres. Ils en ont été systématiquement empêchés. Systématiquement empêchés. Sur le reste donc pour les autres périmètres, j'accélère sur les autres périmètres, c'est-à-dire en dehors du Parc des Princes et en dehors des Champs-Élysées, ce que l'on constate, avant que je vous parle des arrondissements 8, 16, 17, avant que je vous parle de ces 3 arrondissements, sur la Petite Couronne, on a eu également beaucoup à faire. La plupart des directeurs territoriaux de police de ces 3 départements, les préfets des 3 départements, disent qu'on a vécu des scènes qui ressemblent plutôt à ce qu'est un 31 décembre ou un 14 juillet. Donc ils ont eu fort à faire, avec beaucoup de prise à partie d'effectifs et beaucoup de réactivité, là encore, conformément aux instructions qui avaient été passées. On a 30 interpellés dans le 92, on en a 49 en Seine-Saint-Denis et 19 dans le 94, où je tiens à souligner qu'à 22h40, donc à 22h40, donc on n'est pas tout à fait à la fin du match, on a un policier qui est renversé par un scooter monté par 2 personnes et il perd un temps en conscience. Heureusement, il retrouvera vite ses esprits. Mais ça se passe dans le 94. Et dans les transports en commun, même chose. On a énormément d'actions de nos équipages de la sous-direction régionale des transports qui vont, là encore, dissuader, intervenir, interpeller des groupes à risque. Notre police des transports a saisi ce soir-là 60 kilos de mortier. 60 kilos de mortier. Donc les contrôles ont été effectués, les interventions ont été faites. J'en viens maintenant aux arrondissements du 8, 16 et 17. Et un peu le 7 en bord de Seine, où là, ce qu'on a constaté, ce n'était pas la même physionomie que sur les champs, où on avait des groupes à risque. On peut même dire qu'à un moment, sur les champs, il n'y avait que des groupes à risque. Le bon public qui, à la fin du match, a voulu se rendre sur les champs, a vite compris que c'était quand même un peu une situation compliquée. Et on a vu beaucoup de gens, en fait, refouler, ne pas se rendre sur les champs, les Champs-Élysées, comme c'est l'habitude d'ailleurs les soirs de victoire. On a vu beaucoup de personnes refoulées et on a constaté donc sur les 3 arrondissements du 8, 16 et 17, là des groupes plus éparses, vraiment de même chose, casseurs, pilleurs, qui cherchaient uniquement donc à commettre en fait des effractions de commerce pour y commettre des vols. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont tenté puis fait à de nombreuses reprises. Et systématiquement, les effectifs de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, à l'instar de ce qu'a fait la direction de l'ordre public et de la circulation sur les champs autour du parc, sont intervenus systématiquement sur ces groupes de pilleurs qui se sont plutôt illustrés donc, sur le 8, 16 et 17. Beaucoup moins ailleurs dans la capitale, mais c'était surtout à cet endroit qu'il y a eu ces interventions. Et systématiquement, il y a eu des interventions de police et des interpellations. J'en veux pour preuve les 11 interpellations qui ont été réalisées chez un concessionnaire de motos en haut de la Grande Armée. 11 interpellations, 4 sur un magasin de téléphonie avenue des Ternes, 7 sur le Marionneau de l'avenue des Ternes, dans le 17e. Sur le Kawaii du 17e, 12 interpellations. Sur le Zara du 17e, 3 interpellations. Sur le Franprix du 8e, 5 interpellations. Sur le Denez de la Grande Armée, 1 interpellé. Sur la Maison du Monde, avenue de Wagram, 2 interpellés. Et je vous passe les listes. Tout ça pour vous montrer la grande réactivité du dispositif qui a permis de bondir à chaque fois sur chacun de ces groupes, de casseurs et de pilleurs. Sur Paris, ce soir-là, 70% de nos interpellations sont faites sur ces 3 arrondissements. 70%. Donc on a une concentration là, de groupes de casseurs, de pilleurs. Concernant le dimanche, j'irai très vite parce qu'en réalité, le dimanche, il y a eu un travail exceptionnel des forces de l'ordre. Il n'y a quasiment pas eu d'incident le dimanche. On a fait une parade avec 110 000 personnes. En vrai, se sont présentées 150 à 160 000 personnes en réalité. Il a fallu gérer 40 à 50 000 personnes en dehors des barrières. Ça s'est très bien passé. Il y a eu quelques points de tension sur l'avenue Marceau. Les gens ne comprenaient pas qu'ils ne puissent pas rentrer, malgré la communication qui avait été faite. Mais tout ça s'est géré de manière remarquable. Même chose, évidemment, pour l'escorte des joueurs. Vous aviez 500 scooters et 500 motos qui accompagnaient le bus des joueurs, qui ont été canalisés par la DOPC. Il n'y a pas eu d'incident. 500. Alors évidemment, après, une fois qu'ils étaient dans Paris, ils ont fait des rodéos.
Ils ont fait des rodéos sur les trottoirs et autres. Systématiquement, la Bravem est allée au contact, on les a dissuadés, on a vidéo-verbalisé, on a interpellé, on a dispersé les rodéos. Évidemment, ça, personne n'en parle, mais n'empêche qu'on l'a fait. On l'a fait. Il fallait le prévoir, il fallait être en capacité de se dire qu'on pouvait avoir des scooters qui, dans Paris, faisaient des rodéos un dimanche après-midi. C'est ce qui s'est produit et on y a mis un terme. On a eu aussi un petit cortège sauvage sur l'avenue Montaigne. Je vous parle de tout ce qui a été montré par les chaînes d'infos en continu et par les vidéos, qui a tourné en boucle comme étant des incidents. On a eu effectivement un petit cortège sauvage de personnes qui quittaient la parade pour se rendre au Parc des Princes, sur l'avenue de Montaigne, puis sur l'Alma, qui ont été impactés puis dispersés. Et on a là aussi procédé à des interpellations. La nuit n'a pas été très calme sur les champs. On a eu ensuite, une fois que la circulation a été rouverte, des véhicules qui sont venus en masse sur les champs, sur les toiles, qui se sont arrêtés, des personnes qui sont descendues, qui ont allumé des fumigènes. Là encore, intervention systématique des effectifs pour fluidifier la circulation, éviter les incidents. Et on a mobilisé des effectifs de la DOPC, de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et 2 escadrons mobiles qui ont fait un travail toute la nuit pour éviter qu'il n'y ait des incidents. Et il n'y en a pas eu. On a malheureusement une nouvelle tentative d'attaque du Chanel, mais qui a été déjouée. Mais nous n'avons pas eu d'autres incidents que le seul incident majeur, évidemment, qui a tourné en boucle, qui est fâcheux, c'est la nouvelle intrusion sur le périphérique le dimanche soir. Effectivement, le dimanche soir, 1h15 du matin. J'insiste parce que c'est le seul incident du dimanche. C'est le seul incident du dimanche. Il est minuit 30. Moi, je suis évidemment sur le pont, vous l'imaginez bien. Le stade est vide, il n'y a plus personne autour. On lève le dispositif. Décision évidemment que j'assume, comme toutes les décisions que j'ai pu prendre ce soir-là. Évidemment, moi je les assume en responsabilité devant vous. On a levé le dispositif. Bon, 3/4 d'heure après, on a des individus qui sont arrivés pour une grande partie en véhicule et qui, à ce moment-là, ont utilisé des barrières Vauban qui étaient restées là pour ériger une barricade et bloquer le périphérique pendant 15 à 20 minutes. Et donc, le temps que nous regroupions les effectifs pour intervenir, en sécurité pour nos effectifs, puisque là encore, le pont qui surplombait ce barrage était occupé, nous avons pu dégager le périph'. Voilà. C'est le seul incident notable que nous ayons observé ce dimanche. Concernant les bilans, je répondrai à vos questions sur le bilan chiffré, les interpellés. Vous avez parlé d'agressions sexuelles. On vous dira ce qu'on en sait. C'est-à-dire qu'on en a très peu, en fait. On en a très peu de recensés. Je vous donnerai évidemment le nombre de blessés. Voilà, je répondrai à vos questions sur le bilan, les interpellations. Je pense qu'à la fin de ce propos, il me semble quand même plus important de vous livrer mon appréciation avant de répondre à vos questions. Mon appréciation mon appréciation, quelle est-elle ? C'est d'abord celle qu'on a eu affaire à des gens qui n'étaient venus très majoritairement que pour piller et pour casser. Ça, c'est clair. On a eu affaire à un niveau de violence qui était extrêmement élevé, sur des lieux qui étaient multiples et très étendus, au même moment. On avait évidemment des actions concomitantes. Alors, c'était tout sauf des manifestations de joie sportive. On a eu affaire à des casseurs, des pilleurs, et malheureusement, les moments festifs, ils n'ont pas eu lieu sur les lieux d'incident. Ils ont eu lieu dans l'Est parisien, ils ont eu lieu dans le Marais, ailleurs, mais aux endroits où la situation était plus compliquée, il n'y a pas vraiment eu de moment festif. Je tiens à préciser également qu'on ne peut pas mettre en cause les supporters du Paris Saint-Germain. Les vrais supporters, ce sont des groupes que nous connaissons, y compris pour les vrais supporters ultra du Paris Saint-Germain, et ceux que le Paris Saint-Germain a refoulés, qui n'ont plus le droit d'entrer au stade et qui sont plutôt des hooligans d'ailleurs. Ceux-ci ne se sont pas mêlés aux exactions, ne se sont pas mêlés, j'ouvre des guillemets à dessein, aux festivités violentes. On avait bien affaire à des profils donc, de casseurs, de pilleurs, des individus très déterminés qui n'hésitaient pas à attaquer les véhicules de police, y compris ceux de la circulation, qui sont là pour protéger les populations, protéger les foules, et qui sont toujours un peu plus isolés, évidemment, que les autres. Donc, ils bloquent la circulation. Ils n'ont pas hésité à les attaquer. J'ai 21 véhicules de la circulation qui ont été attaqués, dégradés, dont 5 qui, au moment où je vous parle, ne sont plus roulants. Ils sont plus roulants. Voilà, donc ce qui est évidemment énorme. Et même le transport des interpellés, les cars de transport des interpellés étaient quasiment systématiquement attaqués. En tout cas, on en a eu pour 5 d'entre eux. Ils sont dégradés. Voilà, donc l'appréciation que je vous livre, donc évidemment, c'est que c'était une soirée qui était compliquée parce qu'on a eu affaire à des gens qui étaient extrêmement violents. L'essentiel du profil, l'essentiel des profils, c'est plutôt des jeunes des quartiers, de petites et grandes couronnes. On est plutôt sur ce profil.
le peu on a quand même commencé à étudier le profil notamment des personnes qui ont été placées en garde à vue. On a un tiers de mineurs, et pour 70% d'entre eux, ils proviennent de la petite ou de la grande couronne, essentiellement. Contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre, bon, on n'a pas l'échantillon complet encore de l'ensemble des personnes gardées à vue, mais moi j'ai un petit échantillon qu'on a regardé autour de 160 personnes gardées à vue sur Paris. Pas loin de 130 sont déjà connus des services. On n'est pas sur du primo-délinquant. Concernant un focus quand même, avant d'en terminer, sur le périphérique. Ce qu'on a vu sur le périphérique, des prises d'assaut multiples du périphérique, c'est tout à fait inédit. On le voit pour des manifestations revendicatives, les taxis, les forains, les agriculteurs, il peut y avoir des blocages de périphériques. Les soirs de match aussi, autres que celui-là, il peut y avoir des blocages de périph', de véhicules qui s'arrêtent, qui sortent des drapeaux, des fumigènes. Là, on était clairement sur des gens qui rentraient sur le périph', qui édifiaient les barrages, et qui d'ailleurs essayaient de s'en prendre aux véhicules. Heureusement qu'on intervenait aux véhicules de particuliers. Heureusement qu'on intervenait très vite pour y mettre un terme, mais les effectifs intervenaient sous des pluies de projectiles, puisque évidemment ils avaient le concours de personnes qui étaient situées sur les ponts, et parfois par centaines, les ponts qui surplombaient le périphérique. Concernant, enfin, donc pour terminer sur ce dispo, donc encore une fois, moi j'assume la totale responsabilité de ce dispositif. Il a été préparé, il a été calibré. Il a été préparé, il était calibré. Il a permis d'éviter de nombreuses exactions et de nombreuses violences. Ça me paraît évident. En nombre d'interpellations, il est totalement inédit. 491 interpellations pour l'agglomération parisienne, c'est totalement inédit. C'était 79 le dimanche 79. Il faut remonter à décembre 2018 et au mouvement des Gilets jaunes pour avoir des chiffres d'interpellation aussi importants. Et j'insiste, une très grande partie a été réalisée dans le 8e, 16e et 17e. Mes instructions, comme celles du ministre d'État, ont été appliquées à la lettre. Et elles ont été respectées par les forces de sécurité intérieure, évidemment. Nous sommes allés au contact systématiquement. Et les images qui tournent dans le boucle le montrent bien, puisqu'on voit bien nos effectifs qui vont au contact, qui interpellent, qui dispersent des groupes et qui empêchent des exactions. Elles ont été appliquées à la lettre. On n'a pas eu de voitures folles. Il y avait une foule immense. On n'a pas eu ce genre de difficultés. Et je veux le dire pour rassurer ceux qui peuvent être choqués quand je parle d'impacter, d'aller au contact. Nous n'avons pas, à ma connaissance, au moment où je vous parle, et j'espère que ce sera le cas dans les jours qui viennent, de gestes policiers déplacés, de personnes blessées du fait de l'action de la police. Donc l'action, elle a été offensive, efficace et proportionnée ce soir-là. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Moi, je suis devant vous pour répondre du dispositif. Je vais le faire, évidemment, avec beaucoup de franchise, de transparence. Nous n'avons absolument rien à cacher. Simplement, moi, je suis devant la représentation nationale, devant une commission qui parle de grave dysfonctionnement, Monsieur le Président. Pour moi, il n'y a pas de grave dysfonctionnement. Je vais droit au but, je me défendrai devant vous. Il n'y a pas de grave dysfonctionnement. Moi, j'ai bâti un dispositif qui a été validé par le ministre d'État, que je lui ai proposé, que je lui ai présenté, qui était un dispositif robuste, qui a eu à faire face à des incidents là où nous les attendions, et pas ailleurs. Et quand ils se sont produits ailleurs, nous avions un dispositif suffisamment réactif pour y mettre un terme. Je pense évidemment aux exactions qui ont été commises en dehors des champs sur le 8, le 16 et le 17e arrondissement de Paris. Voilà, moi on me parle de grave dysfonctionnement. Moi je suis un patron de police. Je suis le préfet de police, c'est un opérationnel. Alors c'est sûr, quand il est devant des membres de la représentation nationale, il a envie aussi de retourner la question. Plutôt que de venir interroger un dispositif policier, plutôt que de venir critiquer un dispositif policier, moi je vous demande, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que des jeunes de 15 ans à 20 ans, 22 ans ne viennent dans la capitale que pour piller et casser? Moi c'est aussi une question que je vous pose, comme patron de police. Parce qu'au final, qu'est-ce qui ramasse des projectiles sur la figure quand il y a des incidents? Ce sont mes effectifs. Ce sont mes effectifs. Et qu'est-ce qui fait barrage pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exaction et de dégradation? Ce sont mes effectifs. Et donc, puisqu'on me parle de grave dysfonctionnement, moi je retourne un peu aussi la question. Bon, je sais qu'avec malheureusement le drame qui s'est produit aujourd'hui à Nogent dans le département de la Haute-Marne, évidemment, et d'autres drames, c'est une question qu'on se pose souvent. Mais sachez que du côté de la police, on se la pose aussi. Comment se fait-il qu'on se retrouve confronté à des individus qui finalement, un soir de concorde nationale,
ne devrait finalement venir que pour fêter une victoire. Et ça n'a pas du tout été le cas. À aucun moment, nous avons senti une volonté de fêter quoi que ce soit ce soir-là, mais plutôt une volonté de détruire, de piller, de casser. Et je considère que ce soir-là, nous avons su y mettre un terme et faire face. Et j'en terminerai évidemment pour remercier l'ensemble des forces de sécurité intérieure. Merci, monsieur le préfet de police. Non, mais il était tout à fait normal, me semble-t-il, monsieur le préfet de police, que la commission des lois puisse, après des incidents graves au cours de la soirée de samedi, puisse précisément entendre le dispositif que vous aviez mis en place, les moyens qui ont été calibrés tels que vous l'avez décrit et la réalité des événements. Et il me semble qu'au contraire, vos propos permettent d'éclairer non seulement la représentation nationale ici ce soir, mais de façon générale, le traitement qui a pu être fait, vous avez cité un certain nombre de médias, au cours de la soirée de samedi et du week-end concerné. Je passe immédiatement la parole, monsieur le préfet de police, aux orateurs des différents groupes, et nous commençons par Michaël Terverne pour le Rassemblement national et pour 4 minutes. Merci monsieur le président, monsieur le préfet de police, chers collègues. Tout d'abord, monsieur le préfet, au nom de mon groupe, je voudrais avoir une pensée pour l'ensemble des fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, engagés jour après jour pour assurer la protection des biens et des personnes. Nous leur apportons un soutien inconditionnel. Les samedis 31 mai et dimanche 1er juin auront encore été des journées très éprouvantes pour les effectifs de la PP, de la BSPP, des CRS et des gendarmes, victimes d'actes odieux perpétrés par des sauvages et des racailles totalement décivilisés. Tout est prétexte à piller, à incendier, à violenter, alors même que cette soirée devait être un moment de convivialité. Avant de vous poser quelques questions sur ces incidents, je voudrais revenir sur l'absence ahurissante du ministre de l'Intérieur qui vous laisse faire le sale boulot. En effet, après avoir boudé en grande partie le texte sur le narcotrafic, voilà que le ministre de la Parole, qui part comme le RN mais ne prend aucune mesure efficace pour la sécurité des Français, enchaîne les absences lors des manifestations du 1er mai, préférant sa campagne interne chez les Républicains, mais également son absence en cellule de crise lors de la finale du 31 mai. Visiblement, Bruno Retailleau avait d'autres priorités, preuve une nouvelle fois qu'il considère son poste comme un tremplin pour sa carrière personnelle. Comme le disaient beaucoup de policiers et de gendarmes, on attendait beaucoup de lui, mais au final, il nous utilise et ne répond pas à nos difficultés. Monsieur le préfet, concernant ces soirées des 31 mai et du 1er juin, quelles ont été les principales difficultés rencontrées ? Pouvez-vous également me confirmer que le ministre de l'Intérieur ne vous a pas donné les effectifs que vous aviez sollicités, puisque je reprends une émission de radio, le journaliste pose la question suivante. Il paraît que Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, réclamait davantage d'effectifs. C'est vrai ou pas ? Réponse de Bruno Retailleau. À chaque fois, tous les préfets demandent beaucoup plus. Question appuyée du journaliste. Donc c'est vrai. Réponse de Bruno Retailleau. Oui, c'est vrai. Donc, quelle force supplémentaire aviez-vous donc demandé ? Depuis le rapport de la commission d'enquête sur les groupuscules violents pendant les manifestations, nos forces de l'ordre avaient mis en avant le fait qu'elles ne disposaient plus de moyens suffisants pour faire face aux agressions des groupes hostiles. Ces moyens ont-ils évolué dans le bon sens ? Et enfin, avez-vous sollicité des CRS à projection rapide, vous savez, ces fameuses UPR qui sont adaptées à ce genre de situation, extrêmement formées, efficaces, qui ont été mises en réserve à la surprise générale. Avec mon collègue député européen Mathieu Vallée, nous avions d'ailleurs sollicité et invité le ministre de l'Intérieur à les engager, mais visiblement il ne sait pas de quoi on parle, puisqu'il ne nous a pas répondu. Donc voilà les questions précises, monsieur le préfet de police. Merci. Merci. Et pardon pour ma méprise, mais ce n'est pas 4 minutes, 2 minutes. Donc vous avez débordé votre temps de parole, mais ça n'est pas grave. Laure Miller pour le groupe EPR. Pardon. C'est l'habitude des commissions des lois. Nous avons 4 minutes. Là, c'est 2 minutes, je le rappelle. Laure Miller pour le groupe EPR. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord, au nom de mon groupe, vous remercier, Monsieur le Préfet, pour votre présence ce soir dans notre commission et pour votre propos extrêmement précis et pédagogique. Un mot aussi pour remercier pour leur engagement et leur courage toutes les forces d'intervention mobilisées à l'occasion de cette soirée et qui ont subi un déchaînement de violence. Ils méritent évidemment notre soutien. Nous le voyons depuis une dizaine de jours, les événements tragiques donc, des 31 mai et 1er juin sont l'objet d'instrumentalisation de toutes parts. On vient d'en voir à l'instant une belle illustration et nous aurons sans doute d'autres illustrations pendant cette audition. Je trouve ça dommage parce que le sujet ne mérite pas ces caricatures, dommage aussi parce que finalement ça ne permet pas un débat juste, mesuré et lucide sur cette question. Nous ne sommes pas évidemment un tribunal politique, nous cherchons de bonne foi, sans naïveté,
à comprendre ce qui est arrivé durant ces 2 soirées et ce qui pourrait être fait pour éviter à l'avenir. À ce sujet, ce qui nous interpelle dans le déroulé des événements que nous avons connus, c'est que ce scénario ne semble pas nouveau, même si son intensité semble renforcée. Vous avez cité d'autres événements récents footballistiques. Ce qui interpelle, c'est que vous nous dites qu'à chaque événement, finalement, le dispositif en termes d'effectifs policiers, il est renforcé. Et donc, on a un peu le sentiment d'une espèce de dérive sans fin. Alors, bien sûr, on est conscient de la difficulté pour les forces de l'ordre d'intervenir à l'occasion d'une multitude d'événements, vous l'avez dit, des événements instantanés et puis aussi qui se succèdent sur un temps extrêmement resserré. Mais quand on entend l'étendue du dispositif que vous avez évoqué, mis en place, les effectifs inédits, la doctrine d'intervention pour vos forces de l'ordre, les fouilles, les contrôles aux gares, au métro, l'accès même au périphérique, des questions perdurent sur lesquelles votre éclairage serait précieux. Première question, est-ce que vous pourriez nous dire, en toute sincérité, ce qui vous aurait aidé concrètement cette nuit-là pour éviter toute dégradation et les incidents graves que nous avons connus ? Par ailleurs, vous avez évoqué les 60 kilos de mortiers saisis dans les transports, un nombre de casseurs extrêmement important, des attaques à l'égard des véhicules de police de circulation, donc de protection. Est-ce que vous diriez que le matériel et l'intensité de la violence étaient plus importants et massifs que les derniers événements sportifs que nous avons connus avec des débordements? Et est-ce que, plus largement, des chiffres peuvent nous permettre d'appuyer l'idée que l'on se fait d'une forme de mutation de la violence, une forme de décivilisation ou d'ensauvagement de la société, chacun prend le terme qu'il veut. Et par ailleurs, parce qu'on a voté récemment une loi qui faisait évoluer la justice des mineurs, est-ce que là encore, vous avez parlé d'un tiers de mineurs, vous diriez en vous fondant sur des chiffres qu'il y a un rajeunissement chez les casseurs? Je vous remercie. Merci. La parole est à Antoine Léaumont pour le groupe La France Insoumise. Non, c'est Elisa Martin. Elisa Martin, par conséquent. Okay. Merci beaucoup. Merci, monsieur, et tous ceux qui vous accompagnent d'avoir bien voulu venir auprès de nous. Vous avez déclaré, après les événements que nous évoquons ici, ce qu'il faut dénoncer, c'est des gens qui viennent non pas pour fêter la victoire du PSG, mais uniquement pour dégrader et commettre des violences. Bien sûr, vous avez zoomé sur les événements et il y a eu ensuite, mais vous n'en êtes en rien responsable, de la surenchère de la part du ministre de l'Intérieur. La porte-parole du gouvernement, quant à elle, déclare « Malgré les images et malgré les exactions qui sont réelles, les violences ont été inférieures à celles d'habitude sur d'autres événements comme celui-ci, tout à fait populaire. » Elle a dit ça sur France 2 le 2 juin. Donc, moi, ces 2 propos m'inspirent 2 conclusions. La première, c'est que, d'une façon générale, et de votre part malheureusement aussi, le zoom a été mis d'une manière extrêmement forte sur les violences en leur donnant un caractère exceptionnel, ce qui ne paraît pas être le cas. Ça ne signifie pas qu'elles n'ont pas existé, ça ne signifie pas évidemment que ça ne pose pas de problème, mais pour autant, il semblerait que ce qui s'est passé n'ait pas un caractère exceptionnel. La deuxième conclusion, la seconde conclusion que je tire de ces propos, c'est qu'au fond, et ça n'étonnera personne ici, et malheureusement ce que vous racontez fondamentalement n'a étonné, je pense, personne, c'est leur caractère tout à fait récurrent, habituel, prévisible, si je tire jusqu'au bout ma pensée. Donc, ça m'inspire 2 questions. La première, c'est qu'avez-vous pu produire comme analyse de ce type de phénomène dans l'objectif de les éviter? Et si vous me dites, c'est pas tout à fait ce que vous avez dit, d'ailleurs c'est intéressant, ça n'est pas le travail de la police, eh bien, sur qui pourriez-vous vous appuyer pour analyser ces phénomènes et, encore une fois, les éviter? Et ensuite, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous dans le dispositif, qui donc n'a pas permis d'éviter les scènes qui ont été largement montrées à tous et toutes? Merci. La parole est à Céline Herrieux pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, merci de votre présence ce soir, ainsi qu'à toutes les forces de l'ordre qui accompagnent votre travail. Quelques questions légitimes sur la préparation de cet événement, sans effectivement tomber dans les outrances du Rassemblement national, dont on a l'impression systématiquement dans ces épisodes-là qu'ils espèrent que ça se passe le plus mal possible pour pouvoir ensuite, pendant des semaines, en parler et nourrir la peur des uns et des autres. Concernant le blocage des Champs-Élysées, à l'exception de la station Concorde, est-ce qu'avec le recul, vous vous dites pas que ça a été peut-être une erreur, parce que ça a participé indirectement
effectivement a provoqué un éparpillement des supporters dans le quartier. Comment vous expliquez le gap qui existe entre le nombre d'interpellations, 491 à peu près, je crois, vous nous redirez, les placements en garde à vue et le nombre de procédures engagées, quasiment divisé par 2? Est-ce que les caméras piétons n'auraient pas dû être systématiquement enclenchées justement pour récolter des preuves? La mairie de Paris a souhaité ouvrir le stade Charletti. Vous avez parlé de fan zone, mais il n'y avait pas beaucoup de fan zone à Paris. Enfin, je crois qu'il n'y en avait même pas du tout. La mairie de Paris avait voulu ouvrir le stade Charletti et ce projet a été retoqué par la préfecture. Pourquoi? Alors que justement, ça permet dans ces situations de pouvoir mieux encadrer en fait les débordements. Et un mot sur la situation, puisque vous allez sans doute me corriger, monsieur le préfet, mais j'ai l'impression que vous avez un tout petit peu minimisé l'angle des violences sexistes et sexuelles qui ont eu lieu. Et moi, je vous le dis en tant que Parisienne, j'ai regardé le match à mon domicile. Je ne suis pas sortie ce soir-là, mais ça fait bien longtemps, d'ailleurs, c'est pas vous, monsieur le préfet, ça fait bien longtemps qu'en tant que femme à Paris, je ne sors plus pour des événements comme cela, parce que je sais ce que je risque en tant que femme de me retrouver au milieu d'un groupe d'hommes alcoolisés et les remarques et les violences, le harcèlement que ça peut occasionner. Et il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné, contrairement à ce que vous avez dit, qui ont été agressées parce qu'elles portaient des débardeurs, des jupes, et vous avez semblé minimiser un peu cette spécificité. Donc chacun prend sa part. Nous, en tant que responsables politiques, on a une responsabilité. Nous ne nous habituons pas à ces violences. Les femmes ont le droit aussi de profiter de ces moments festifs dans les matchs de foot. Donc c'est l'éducation au consentement, à l'égalité. Mais vous, monsieur le préfet, vous êtes responsable de la sécurité des Françaises aussi. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour garantir que les femmes puissent festoyer dans ces événements et ne pas se sentir menacées, comme ça a été le cas malheureusement pour cette occasion? Merci. La parole est à Patrick Hetzel, pour le groupe Droite Républicaine. Toutes mes excuses. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, Monsieur le Préfet de police, je voudrais vous remercier pour les explications effectivement très claires que vous avez pu apporter à la représentation nationale ce soir. Et on le voit bien, nous avions l'occasion avec le président Boudié lors d'une commission d'enquête de travailler sur le développement de violences au sein de certaines manifestations. Et hélas, cela semble se répéter. Alors, je voudrais aussi en profiter pour remercier tous les personnels de la préfecture de police, comme vous venez de le faire évidemment, et l'ensemble des forces de sécurité intérieure, parce qu'on imagine évidemment combien ils ont dû être mobilisés durant ces 2 journées du 31 mai et du 1er juin. Et vous avez insisté aussi sur le fait que leur engagement était total, plein et entier. Et je pense que nous sommes en tout cas un certain nombre ici, membres de la représentation nationale, à être extrêmement reconnaissants aux forces de l'ordre pour le travail qu'ils ont pu effectuer. Alors, vous l'avez indiqué, hélas, un certain nombre de personnes présentes ces 2 jours n'étaient pas venues pour fêter, alors que cela devait être un grand moment de concorde nationale. Ils sont venus pour casser, piller et commettre un certain nombre d'exactions. Et donc, permettre de vous poser 2 questions. D'une part, est-ce que vous pouvez nous redonner quelques précisions sur le profil des interpellés en grand nombre? Combien d'entre eux sont des mineurs? Et quand on dit mineurs, quel âge? Parce que ça nous interroge, préoccupe beaucoup de questions éducatives. Et ce que vous avez dit à la fin de votre intervention doit collectivement, là aussi, nous interroger, parce que je pense que font les familles et que fait l'éducation pour, là aussi, faire en sorte qu'il y ait une responsabilité qui soit différente de la part de celles et ceux qui peuvent avoir de telles dérives. Et puis, deuxième question, et j'en terminerai par là, avec le recul, est-ce qu'il y a des décisions qu'aujourd'hui vous prendriez différemment à l'aune des informations qui vous sont parvenues au cours du 31 mai et du 1er juin. Je vous remercie. En tout cas, une nouvelle fois, merci pour vos équipes. Merci à vous, Patrick Hetzel. Léa Balagel-Mariki pour le groupe socialiste, écologiste et social, pardonnez-moi. Que d'erreurs ce soir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Préfet. Et j'adresse également mes remerciements à toutes les forces qui ont participé à la sécurisation des espaces de fête, des biens, des personnes
Et je crois que c'est important de le dire. Sur la préparation des événements, quels sont les enseignements que vous avez pu tirer des Jeux olympiques et paralympiques de l'été, et donc la sécurisation des différentes fan zones, mais aussi, je pense notamment au match Liverpool-Real Madrid, qui vous a sûrement permis de faire un retour d'expérience sur les dispositifs à mettre en œuvre, notamment lorsque il y a un grand nombre de personnes qui n'ont pas de billets valables ou pas de billets du tout aux abords d'un stade, comme c'était le cas lors de la Ligue des Champions au Stade de France. Sur la préparation également, pourquoi ne pas avoir coupé la circulation du périphérique en amont? Vous avez parlé de la manière dont vous avez été au contact pour éviter l'installation de barrages, mais pas les raisons du maintien de la circulation. Pourquoi ne pas avoir validé, et je rejoins également ma collègue Hervieux, sur ne pas avoir validé de fan zone. Est-ce qu'il y a eu des incidents dans les fan zones lorsqu'elles étaient installées, ou au contraire, est-ce qu'on note qu'il y a moins d'incidents lorsque des fan zones ont pu être installées dans d'autres communes que Paris? Ensuite, peut-être pour préciser, vous avez dit que des personnes étaient majoritairement là pour piller et casser. Combien étaient-elles? Je ne crois pas qu'elles étaient les majorités dans la rue, mais je voudrais vous entendre pouvoir le préciser. Est-ce qu'il y a eu des renseignements qui auraient pu vous permettre d'ajuster le dispositif ou bien d'estimer à quel point la volonté de casser, justement, comme vous le disiez, était manifestement élevée? Sur le bilan, combien d'interpellations ont été réalisées sur quel fondement juridique? Est-ce qu'il y a eu des interpellations préventives? Combien ont donné lieu à des gardes à vue? Est-ce que vous connaissez l'état des poursuites? Comment est-ce que les risques de discrimination ou de contrôle abusif ont-ils été anticipés ou encadrés? Et enfin, quels dispositifs spécifiques ont été mis en place pour encadrer les personnes mineures? Et en conclusion, j'appuie véritablement la question de ma collègue Lisa Martin. Quels sont les outils dont vous pourriez avoir besoin pour anticiper et peut-être revoir des dispositifs que vous mettez en place? Et on voit que les faits reproduisant, enfin les mêmes causes reproduisant les mêmes effets, peut-être qu'il y a un changement de philosophie pour lequel nous aussi nous pourrions participer au sein de la représentation nationale. Je vous remercie. Pardon, mais je n'ai pas entendu. Vous parliez de le dispositif mis en place pour encadrer. Je n'ai pas entendu ensuite. L'avant-dernière question, les mineurs. Blandine Brocard pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, mes chers collègues. Paris a su démontrer lors des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 qu'elle était capable d'assurer la sécurité d'un événement d'envergure mondiale. Chaque jour, plus de 45 000 agents étaient mobilisés, soutenus par 3 000 caméras de vidéoprotection, une coordination millimétrée, une vigilance de tous les instants. Cette réussite collective, fruit d'un engagement total des services de l'État, a été saluée tant en France qu'à l'international. C'est pourquoi les scènes de violence auxquelles nous avons assisté les 31 mai et 1er juin dernier à Paris, en marge de la victoire du PSG, apparaissent d'autant plus inacceptables et préoccupantes. Le bilan humain est très lourd, 2 morts, plus de 200 blessés, dont 38 parmi les forces de l'ordre. Et pourtant, 5 400 policiers et gendarmes étaient mobilisés, soit le double du dispositif prévu lors de la finale de la Coupe du Monde en 2018. Les forces étaient présentes en nombre avec des consignes précises. Et malgré cela, des groupes violents ont pu agir trop longtemps dans un sentiment de débordement et d'impunité inquiétant. Alors nous avions déjà connu une situation similaire lors de la finale de 2022. Des failles avaient alors été reconnues et 3 ans plus tard, il me semble légitime de s'interroger comment expliquer qu'un tel scénario se reproduise, quelles leçons ont véritablement été tirées. Les violences survenues ne doivent pas être relativisées. Elles ne sont pas de simples excès festifs. Elles sont le symptôme d'un climat de violence croissante où une minorité de casseurs et de pilleurs organisés tente de détourner l'élan populaire et la joie collective pour semer le chaos. Nous devons refuser que la victoire d'un club français censé incarner la fierté, l'unité et l'esprit sportif soit systématiquement ternie par quelques hors-la-loi qui saccagent tout sur leur passage. Dès lors, ne faut-il pas faire évoluer nos méthodes d'anticipation, de surveillance et de réaction sur le terrain? Quel est le profil des casseurs? Comment mobiliser l'ensemble de la société pour que cela ne se reproduise plus? Nous devons des réponses aux riverains, aux commerçants, aux spectateurs, aux Français qui souhaitent simplement célébrer dans la joie leur champion. Et nous le devons aussi à nos forces de l'ordre elles-mêmes, très lourdement exposées. Je vous remercie. Merci. La parole est à Xavier Albertini pour le groupe Horizon Indépendant. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet de police, Mesdames, Messieurs.
Tout d'abord, au nom du groupe Horizon Indépendant, nous associons évidemment à l'ensemble des actions portées et réalisées par le personnel de la préfecture de police ainsi que des forces de l'ordre et de sécurité intérieure. Vous dire, Monsieur le Préfet, effectivement, notre entier soutien et évoquer avec vous, bien évidemment, que la liesse qui suit les événements sportifs doit rester la règle en France, que malheureusement, en particulier autour du football, ce n'est pas forcément le cas. Alors on peut le retrouver beaucoup plus dans le rugby ou d'autres manifestations sportives. Malheureusement, les cas où cela dégénère autour du football sont de plus en plus fréquents. Vous avez évoqué, Monsieur le Préfet, un nombre important de forces de l'ordre mis à disposition, une action préalable et préventive en matière administrative et ensuite de police judiciaire. Et heureusement, nous direz-vous, parce que quelque part, au regard du nombre d'interventions et d'exactions qui ont été commises, et à comparer ce qui a pu y avoir au moment de la demi-finale où seuls, semble-t-il, 47 personnes ont été interpellées, il y a une augmentation considérable. Et nous pouvons mettre également ça en parallèle avec la Coupe du monde de football de 2018, où là encore, les gardes à vue étaient beaucoup moindres, ce qui dénote, semble-t-il, une évolution importante de comportement tout à fait inacceptable. Alors, pour autant, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, et en particulier en Europe, il semble que la dimension de violence semble disparaître, puisque la victoire du Portugal en Ligue des Nations, pas plus tard que dimanche dernier, n'a pas donné lieu, semble-t-il, à un quelconque dérapage, et la victoire de Tottenham dans le club londonien en Europa League non plus. J'aimerais en conséquence, Monsieur le Préfet, vous poser deux questions. Avez-vous ou disposez-vous d'éléments comparatifs avec des pays étrangers, s'agissant en particulier des doctrines et des techniques de maintien de l'ordre mises en œuvre, et au regard de ce que vous pourriez envisager, même si vous avez rappelé la nécessité du maintien de la doctrine concernant les mobilisations et les actions des forces de l'ordre, est-ce qu'il vous semble opportun, au regard de l'évolution de la violence qui dégénère, de voir éventuellement mettre en place de nouvelles doctrines, ou en tout cas la faire évoluer, afin de déjouer ces violences dont les causes sont multiples? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Luc Warsmann pour le groupe Lyot. Oui, merci. 5 remarques. La première pour saluer, Monsieur le Président, votre initiative. Nos concitoyens, y compris sur les territoires provinciaux comme le mien, dans les Ardennes, beaucoup d'entre eux ont été extrêmement choqués de la violence que vous avez décrite, Monsieur le Préfet de police, et choqués également des sanctions, je veux dire de la faiblesse ou de l'absence de sanctions dans un certain nombre de cas. Deuxième point, vous remercier 5400 fonctionnaires de police, militaires et de la gendarmerie qui sont intervenus, et exprimer mes remerciements à la préfecture de police pour son professionnalisme, et à vous, Monsieur le Préfet, ayant eu depuis 2018, dans votre tirant de fonction, l'occasion d'apprécier précisément votre professionnalisme. Troisième point, ma question est sur le suivi judiciaire. Vous avez rappelé 491 interpellations. Vous avez cité 2 cas très précis. Premier cas, les interpellations dans le 8, 16 et 17, en citant un nombre d'interpellations par magasin pillé. Quel a été le nombre de ces personnes interpellées, ou la proportion, qui a été effectivement présentée à un juge pour le juger, pas au parquet, un juge pour le juger. Deuxième point, ceux qui ont envahi le périphérique, le simple fait d'envahir le périphérique est une infraction, sans qu'il faille aller plus loin. Quelle a été la suite? Combien ont été présentés devant un juge? Quatrième point, Monsieur le Préfet, je pense que la préfecture de police, comme le ministère de l'Intérieur, devrait prendre l'habitude de chiffrer le coût d'une intervention. Nos concitoyens seraient très contents de savoir combien ont coûté 5400 fonctionnaires qui ont été engagés. Ça représente combien d'argent les véhicules qui ont été cassés, et non accessoirement, combien d'heures de récupération. Non seulement ça a coûté de l'argent à la République de mobiliser les fonctionnaires, mais combien de centaines ou milliers d'heures d'actions de police judiciaire ne pourront pas être faites dans les jours à venir parce qu'il a fallu les avoir. Ça pose beaucoup de problèmes, hein, respecter les organisateurs, etc. Je pense que ça responsabiliserait tout le monde. Enfin, dernier point, quelles leçons, quelles améliorations pouvez-vous en tirer? Et j'en fais 2, dont la première est peut-être spontanée. La première, ne pourrait-on pas faire des souricières lorsqu'il y a des magasins qui tendent tellement des casseurs, c'est-à-dire les attendre de pied ferme pour interpeller et avec des preuves pour les mener en justice? Et deuxième point, les ponts, vous avez cité. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des objectifs de contrôler les ponts et d'empêcher les ponts périphériques de tomber aux casseurs, ce qui sans doute faciliterait l'intervention de nos forces de l'ordre? Merci, Monsieur le Préfet, de vos réponses et de votre présence. Merci à vous. La parole est à Sophie Ricourt-Maginet pour le groupe UDR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, la France a assisté sidérée à un nouveau cycle de violences urbaines, 2 morts, près de 200 blessés, des centaines de véhicules incendiés, des commerces pillés, des forces de l'ordre blessées et visées par des tirs de mortier. Pourquoi? Pour un match de football.
Aujourd'hui, dans de trop nombreux quartiers, la loi républicaine s'efface devant une contre-société faite de défiance, d'impunité et de violence ritualisée. Au-delà de véritables scènes de guerre civile que vous avez vous-même décrites, Monsieur le Préfet, et auxquelles les forces de l'ordre ont fait face avec courage et professionnalisme, ce qui interpelle et indigne nos concitoyens, c'est la jeunesse des auteurs. Un tiers sont mineurs et pourtant, que leur advient-il? Peu ou presque rien. La loi dite Attal sur l'autorité avait nourri l'espérance d'un réarmement pénal. Mais elle s'est vidée de sa substance dans les couloirs parlementaires. Plus de confiscation automatique des téléphones, plus de peine planchée, plus de sanctions contre les parents défaillants. Monsieur le Préfet, peut-on encore faire face, c'est ma première question, à cette délinquance juvénile parfois récidiviste en l'état de notre droit pénal? Ne faut-il pas revenir à une réforme qui concernerait la responsabilité pénale pleine dès 16 ans en cas de violence aggravée, des sanctions pécuniaires immédiates des parents en cas de récidive, des centres fermés en nombre suffisant pour garantir l'exécution des décisions judiciaires, des réformes ambitieuses de travaux d'intérêt général pour qu'ils soient réellement exécutés et visibles, le recours forcé aux peines courtes avec exécution immédiate et la mise en place de timbres amendes administratives pour les délits du quotidien afin d'assurer une réponse systématique et rapide. Des modèles étrangers montrent la voie au Royaume-Uni ou en Allemagne. Ma question est simple, Monsieur le Préfet. Donc, les forces de l'ordre ont-elles aujourd'hui les moyens de prévenir ces phénomènes massifs organisés de violence urbaine? La justice des mineurs doit-elle réformer en profondeur? Et l'intelligence artificielle dans l'espace public peut-elle venir en support pour prévenir ces violences? Je vous remercie. Merci. Nous poursuivons les demandes de parole. Pascal Borne pour le groupe Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, le 31 mai dernier, la fête a viré au chaos. 2 morts, près de 700 incendies, des centaines d'interpellations, des scènes de guerre, un pays en émeute. Une nuit de violence, malgré un déploiement que vous-même avez qualifié de massif, avec 5400 forces mobiles en Île-de-France. Mais les images qui ont circulé sont celles d'un véritable fiasco sécuritaire. Face à ce bilan chaotique, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui n'était manifestement pas très au fait du désastre, a affirmé, je cite, « La réponse sécuritaire a été au rendez-vous ». Je n'ai pas du tout la même vision angélique de la situation, la presse internationale non plus. Cette nuit-là, ce sont les émeutiers qui ont donné le ton. Le monde entier a pu voir l'impuissance de la réponse sécuritaire face à la puissance des casseurs. Comment peut-on expliquer qu'en dépit de moyens humains colossaux, Paris est une nouvelle fois basculé dans le désordre? Comment expliquer qu'un tel événement, parfaitement prévisible au demeurant, n'ait pas pu être contenu? Cet événement a-t-il été mal appréhendé? Car vous avez dit, il y a un instant, on a l'impression que ces gens ne sont venus que pour casser, pour piller. Oui, j'ai envie de vous répondre, mais comme d'habitude. C'est un grand classique depuis les Gilets jaunes, les émeutes de 2023. Ce n'est pas un événement nouveau. Vous ne découvrez pas ce phénomène. Monsieur le Préfet, que vous a-t-il manqué car le dispositif a failli? Quelles leçons tirez-vous concrètement de ce fiasco sécuritaire pour l'organisation des prochains événements à Paris? En clair, êtes-vous en capacité d'assurer réellement la sécurité des Parisiens? Je vous remercie. Nous poursuivons avec Marie-France Laureau. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Préfet. À l'issue de la victoire du PSG, le bilan humain et matériel causé par les émeutes qui s'en sont ensuivies est dramatique. Le dernier bilan provisoire du ministère de l'Intérieur fait état de 692 incendies, dont 264 concernent des véhicules. Le nombre d'interpellations s'est levé le 2 juin dernier à 559. Selon les assureurs, les dégâts représenteraient des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Monsieur le Préfet, à l'été 2023, le coût généré par les violences urbaines consécutives à la mort de Naël a atteint des sommes phénoménales. Un rapport sénatorial de la Commission des lois du 10 avril 2024 a estimé le coût des dégâts à 1 milliard d'euros. En premier lieu, nous souhaiterions connaître à quel coût vous estimez le montant des dégâts matériels générés au soir du 31 mai et le dimanche sur le périphérique. En second lieu, et eu égard au bilan financier déjà très élevé des violences de l'été 2023, quel dispositif entendez-vous mettre en œuvre pour lutter contre la récidive de tels comportements? Je vous remercie. Merci. La parole est à Antoine Léaumont.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Préfet, pour votre présence. Je vais peut-être un petit peu changer de braquet par rapport aux autres questions qui sont posées, puisque moi, mon souci, c'était le fait de garantir la possibilité pour les gens qui souhaitaient fêter la victoire et dont j'étais, qui voulaient se rendre pacifiquement et paisiblement sur les Champs-Élysées et qui ont trouvé essentiellement du gaz lacrymogène, ce qui ne permettait pas, malheureusement, la possibilité de se rassembler. J'ai entendu beaucoup de choses de votre part. Vous aviez dit avoir donné des consignes d'aller au contact, d'intervenir, etc. Je n'ai pas entendu parler de consignes qui disaient qu'il fallait assurer la possibilité pour les gens de se rassembler paisiblement. Et j'ai trouvé, pour ma part, que c'était ce qui manquait dans le dispositif. Et je pense que ça peut créer précisément des tensions. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous interpeller. Moi, j'étais présent sur place comme supporter, pas comme casseur, ni délinquant, ni je ne sais quoi, comme personne qui voulait célébrer la victoire. Et j'ai fait à peu près comme tout le monde. J'ai suivi les grands boulevards. J'ai constaté d'ailleurs que la circulation n'était pas coupée partout dans les grands boulevards, qu'il y avait des voitures qui circulaient, qu'il y avait des motos qui circulaient, que donc il y avait des gens qui étaient potentiellement en danger à ces endroits-là. Et j'aimerais savoir à quoi vous attribuez ça, pourquoi il y avait des problèmes avec des voitures qui circulaient. J'ai constaté des dispositifs mal expliqués. Par exemple, quand on arrivait sur les Champs-Élysées, il y avait un barrage qui était logique pour couper la circulation, mais qui était incompris par les gens qui, du coup, avaient l'impression qu'on leur bloquait l'accès aux Champs-Élysées, alors qu'en fait, il fallait faire le tour du barrage qui était logique, qui était pour empêcher la circulation des voitures. Et je ne vais pas vous faire le reproche de vouloir couper la circulation sur les champs, puisque je fais le reproche de ne pas l'avoir coupée éventuellement ailleurs. Donc moi, j'ai eu plutôt l'impression d'un dispositif qui potentiellement était mal expliqué, qui créait de la confusion et qui potentiellement pouvait créer des problèmes, notamment parce que les gens étaient perdus et que quand il y a des lacrymos chez des gens qui, disons, n'ont pas mon expérience des manifestations, ça provoque des mouvements de foule qui sont eux-mêmes assez dangereux. Et moi, c'est le principal sujet sur lequel je vais vous interroger. Ensuite, et j'en terminerai là pour ne pas dépasser le temps, mais vous avez dit 70% des personnes interpellées étaient de la petite et de la grande couronne. C'est plutôt une sous-représentation des personnes de la petite et de la grande couronne, puisque ils représentent 86% de la population francilienne. Donc j'aimerais savoir si cette sous-représentation des personnes de petite et de grande couronne a du sens pour vous ou non. Merci. Dernier orateur, Agnès Firmin-Lebaudot. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, merci pour votre présence parmi nous ce soir et vos explications. Un grand merci et un total soutien aux forces de sécurité intérieure qui interviennent au quotidien et qui sont intervenues le 31 mai et le 1er juin. Vous avez expliqué les conditions dans lesquelles vous êtes intervenus. D'abord, la multiplicité d'événements. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier aussi dans le champ de nos remarques, hein, le nombre de forces mises à disposition. J'ai une question sur l'évolution des casseurs et des pilleurs, car très clairement, nous ne parlons pas ici, et vous l'avez dit, nous sommes quelques-uns à l'avoir dit, nous ne parlons pas des personnes qui étaient là pour faire la fête, ce qui aurait dû être le cas de toutes les personnes présentes, mais bien de pilleurs et de casseurs sur leur mobilité. J'ai, comme quelques-uns, regardé les images, j'étais assez impressionné par la mobilité et la façon dont ces pilleurs et ces casseurs se dispersent. Est-ce que les forces mobiles mises à disposition sont assez nombreuses ou est-ce qu'elles sont complètement adaptées aux façons dont se dispersent maintenant ces pilleurs et ces casseurs? Et je voudrais terminer par votre dernière remarque, puisque vous nous avez retourné la question. Peut-être que la question qui se pose à nous sur ce qui s'est passé le 31 mai et le 1er juin, et je crois que les images qui m'ont le plus, moi, interpellée, sont les images sur le périphérique. Je crois que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Voilà, ce blocage du périphérique et le danger que ça représente pour les pilleurs, les casseurs, mais ça, c'est leur problème. Mais pour les personnes présentes et nos concitoyens qui regagnaient leur domicile tranquillement. La question qui se pose à nous, c'est 1998, nous sommes capables de faire la fête de façon très nombreuse et bien plus que 110 000, je crois, sur les Champs-Élysées. Non, mais 1998, nous faisons la fête. 2018 aussi, et c'est encore plus près. Comment on en arrive à ces situations de pillage en 2025? Je crois que c'était un peu le sens de notre question, et c'est peut-être là-dessus que nous devrons collectivement réfléchir. Merci beaucoup. Peut-être, Monsieur le Préfet de police, avant d'apporter vos réponses, de présenter
les directeurs et directrices à vos côtés, vous avez présenté déjà le directeur de l'ordre public et de la circulation, mais pour l'information de chacun des députés, et vous remercier pour votre engagement, madame, messieurs. Merci, Monsieur le Président. Mais merci à toutes et à tous. Et avant de présenter les équipes, je vous remercie des remerciements que vous avez adressés les uns et les autres aux effectifs de la préfecture de police. Donc Antoine Salmon, qui est le directeur de l'ordre public et de la circulation, qui est notamment en charge de l'ordre public, donc qui est à la tête d'environ 5000 fonctionnaires de police, qui sont plus spécifiquement chargés des manifestations, de la gestion de l'ordre public, la conception des dispositifs. Isabelle Tomatis, qui est la directrice de la sécurité de la proximité de l'agglomération parisienne, c'est l'équivalent de la direction de la sécurité publique pour la DGPN, qui gère toute la lutte contre la délinquance, la sécurisation et l'ensemble des commissariats finalement de l'agglomération parisienne, nos 79 circonscriptions de la plaque parisienne, c'est-à-dire des 4 départements. Donc lutte contre la délinquance, sécurisation, et puis tout le judiciaire qui va avec cette activité. Oui, pardon. Et les transports, pardon. J'ai oublié les transports, donc, puisque nous sommes compétents à la préfecture de police sur les réseaux ferrés, compétences de réseau ferré sur toute la région Île-de-France. Donc, et la sous-direction des transports est rattachée à la direction de Madame Tomatis. Monsieur Bric, ai-je le droit de dire vos fonctions? Monsieur Hugues Bric est le directeur du renseignement de la préfecture de police. Et Arnaud de Cacré est le général donc en charge de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et donc derrière, nous avons plusieurs conseillers. Voilà, il nous manque plus que le directeur de la police judiciaire, et vous avez les quatre directeurs des services actifs de police nationale placés sous mon autorité, et donc ainsi que le général de Cacré qui est sous mon autorité opérationnelle et qui relève, comme vous le savez, du ministère des Armées également. Voilà, donc je vais répondre à l'ensemble de ces questions en espérant ne pas en oublier, et si c'était le cas, vous me le rappelleriez. Donc pour commencer, monsieur le député Taverne, je vais répondre au point par point à vos questions. La première, sur le ministre, pendant cette séquence, moi je suis en contact tout le temps avec lui, on se parle tout le temps. Donc voilà, c'est le rôle du préfet de police, il est en salle de commandement, il commande les effectifs sur la base des instructions que j'ai reçues du ministre d'État, des dispositifs que je lui ai présentés, et on se parle tout le temps. Et comme vous le savez, j'ai un passé. J'ai été secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, donc j'étais membre du gouvernement au ministère de l'Intérieur. Je ne suis jamais allé à la salle de la préfecture de police. Je ne suis jamais allé à un salle de crise, en salle de commandement. Je laisse les opérationnels faire. Et c'était la même chose pour le ministre auprès duquel j'étais placé, Christophe Castaner. Le job du ministre, c'est pas d'être en salle de commandement. Concernant les effectifs, je vous redis que donc nous avons... en fait, vous faites référence à une interview que le ministre a donnée sur RTL, où il dit effectivement, mais qu'il est vrai que le préfet de police n'a pas eu les UFM qu'il demandait, comme à chaque fois pour les préfets. Mais en fait, le ministre parle ce jour-là du dimanche, puisqu'effectivement, le dimanche, nous avions demandé un peu plus de forces mobiles que ce qui nous a été octroyé. Donc, puisque le dimanche, nous avons eu de mémoire 42 forces mobiles, on en demandait un peu plus. Mais on a compensé avec, et c'est ce que font tous les préfets en France, avec des effectifs territoriaux. Nous avons constitué ce jour-là, grâce à la direction d'Isabelle Tomatis, nous avons constitué 4 compagnies de marche. C'est ce qu'on a fait aussi pendant les Jeux, c'est-à-dire qu'on regroupe une 60aine de fonctionnaires de police des commissariats parisiens, des services spécialisés. On les regroupe à 60 et ça fait une compagnie. Et on en a fait 4 comme ça ce jour-là. Et j'avais ce jour-là un volume de force tout à fait acceptable. Et il n'y a pas d'incident le dimanche. C'est-à-dire ce jour-là, il n'y a pas d'incident de surcroît. Donc non seulement on compense avec nos effectifs, mais il n'y a aucun incident. Sauf, évidemment, et Madame la députée Firmin Lebaudot le rappelait, l'incident sur le périph' le soir. Mais ça, c'est moi qui lève le dispositif. On aurait peut-être dû le laisser 1 heure de plus, moi j'en sais rien, mais c'était vide. Je sais pas, il y avait plus de personnes autour du Parc des Princes, tout s'était vidé, on s'est concentré sur les champs où il y avait encore un peu d'activité. Donc voilà, donc il est faux de dire que je n'ai pas eu les forces que je demandais. Je ne sais pas d'où cette information est sortie, elle a circulé dans les médias, mais elle est fausse. Et le jour où ça a été le plus tendu, c'est le samedi et la nuit du samedi. Et là, en force mobile, j'en ai 2 de plus que j'ai demandé. Évidemment, on les a prises, nous, on était contents. Et encore une fois, il faut relativiser tout ça, parce que ce jour-là, ce samedi et la nuit, les forces mobiles, c'est 37%.
seulement des effectifs que j'ai. Donc c'est évidemment très important, mais un dispositif doit être regardé et vu dans sa globalité. Justement, en parlant de globalité, vous faites allusion à la mobilité des forces. Vous avez raison, hein, je vous rejoins tout à fait. Depuis maintenant une dizaine d'années, on a donné beaucoup plus de mobilité aux forces mobiles, aux compagnies d'intervention de la préfecture de police, parce qu'on est confronté à des manifestations, même revendicatives, hein, où on a des départs en cortège sauvage. On a eu les Gilets jaunes, c'était beaucoup ça, des manifs pas déclarés, des gens qui s'étalaient un peu partout. Et la réactivité, la mobilité était extrêmement importante. Et nos forces, les CRS, les EGM, les compagnies d'intervention de la préfecture de police se sont spécialisées dans la mobilité. Et vous avez raison, il y a des unités qui sont encore plus mobiles. Ce sont celles que vous avez citées et qui ont vocation surtout à être projetées en cas de violence urbaine. Ce sont des unités qui ont été créées par M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et qui ont vocation à être projetées quand il y a des incidents. Bon. Nous en avions. On avait la CRS 8. La CRS 8 était dans notre dispositif, qui est une très bonne CRS, très réactive. Mais nous, on s'est adapté aussi à ça. C'est-à-dire que nos escadrons de gendarmerie mobile, nos CRS, sont aussi très mobiles. Et nous, on constitue avec le directeur zonal des CRS, avec le général, puisque j'avais un général de gendarmerie auprès de moi, hein, donc qui était placé évidemment sous mon autorité, mais qui coordonnait les EGM. On a constitué ce qu'on appelle des groupements d'intervention rapide. Enfin, on les appelle les GAP, qui ont la même fonction que ces unités d'élite. Et nous les avions aussi. Et sur les champs, elles ont été extrêmement performantes parce qu'elles ont pu intervenir à tout bout de champ et disperser donc ces manifestants. Donc je vous rejoins sur la doctrine, sur la théorie, mais je vous dis, on avait ces types de forces. On se les était constitués comme on fait à chaque fois, à chaque manifestation. Et d'ailleurs, Mathieu Vallée, que vous avez cité, le député européen, le sait bien, puisqu'il y a encore peu de temps, il était parmi nous. Donc il sait très bien comment on travaille, et c'est ce que nous faisons. Hein. On crée des gaps, et nous avions bien la CRS 8. Sur les difficultés, je n'oublie pas la deuxième question que vous m'avez posée, qui est la plus importante. Moi, je crois que la difficulté, c'était quand même, monsieur le député Léaumont, hein, je vous répondrai tout à l'heure, mais on était quand même confronté à une majorité de pilleurs et de casseurs. Hein, une majorité de gens qui étaient là pour casser, piller, et qui étaient en masse et qui étaient présents par milliers en plusieurs points de la capitale, qui... Une partie d'entre eux ne sont pas venus sur les champs, effectivement, et ont rayonné partout dans la capitale, et essentiellement dans les 3 arrondissements que j'ai cités. Et la difficulté, elle était là, mais nous l'avons surmontée, nous avons été réactifs, nous avons été présents, et le nombre d'interpellations que nous avons réalisées en témoigne. Alors après, je vous répondrai tout à l'heure, hein, mesdames les députés, mais moi, il n'y a pas un monde où j'accepte le terme de chaos et de fiasco sécuritaire. Il n'y a pas un monde où j'accepte ça. Moi, je suis préfet de police, je peux vous dire, c'était pas un fiasco sécuritaire. Mais je vous répondrai tout à l'heure. Moi, j'accepte pas ça. On ne peut pas dire ça devant des directeurs de services de police, devant un préfet de police. Et vous parlez aussi à des fonctionnaires de police, hein, qui ont fait le job sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur, ce matin, il a réuni le ministre d'État, a réuni des fonctionnaires de police blessés. Hein, moi, j'en ai eu 41 qui ont été évacués ou qui ont cessé le service. 41. On a eu un sapeur-pompier qui a été blessé. Il y en a eu d'autres sur le territoire national. En dehors de mes effectifs, j'ai eu 11 gendarmes ou CRS qui ont été blessés sous ma responsabilité. On ne peut pas dire des choses comme ça, que c'était un fiasco sécuritaire. C'est pas possible. Enfin, moi, je ne l'accepte pas. Nous étions présents, il y avait un dispositif. Je vous dirai ce qui peut être encore amélioré, ce sera sans tabou, mais on ne peut pas dire que c'était un fiasco sécuritaire. Ça n'est pas possible, mais je vous répondrai évidemment tout à l'heure. Sur les questions... Pardon, je me perds dans mes notes. Alors, les questions qui m'ont ensuite été posées par le groupe EPR, je crois, c'était Madame Laure Miller, voilà. Le scénario n'était pas nouveau. Est-ce que on adapte la doctrine? Alors, d'abord, en même temps, je réponds à d'autres interventions. Hein. On ne peut pas comparer ça à la finale de 2022 de la Ligue des Champions. C'est pas le même problème. Hein, c'est pas le même problème. La Ligue des Champions, c'est un match qui est organisé à Paris. Donc là, on est sur un match de football. Hein, on n'est pas sur des festivités. Et on est confronté à des phénomènes de prédation, de délinquants qui s'en prennent à des supporters. Donc c'est autre chose. Les JO aussi, je le dis, hein, parce que la remarque m'a été faite, les JO, ça s'est bien passé. Oui, on a super bien géré les JO. Il n'y a eu aucun incident. Et toute l'équipe qui était aux côtés de moi, à mes côtés, y a largement contribué, avec l'ensemble des renforts nationaux que nous avons eus, le soutien de la DGPN, de la DGGN. Ça a été un gros succès, évidemment, les JO. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même public. Les matchs de foot, c'est toujours différent.
hein. Donc les matchs de foot, c'est toujours différent, même sportivement. Les seuls moments un peu de tension qu'on a eu pendant les Jeux, c'est d'ailleurs sur des matchs de football qui ont été très bien gérés, mais on a eu un Mali-Israël à gérer. On a eu l'équipe du Maroc aussi qui a joué. Voilà. En tout cas, on a eu 2 matchs de football qui ont été un peu plus compliqués pendant les Jeux à gérer parce que le football, c'est différent. Et les Jeux Olympiques, on avait ce qui crée la difficulté des Jeux Olympiques, c'est qu'on avait on avait jusqu'à 20-25 événements simultanés chaque jour. Il y avait des foules à gérer, mais c'est pas le même public. Hein, on n'a pas été confronté à des phénomènes de pilleurs, de casseurs. On faisait évidemment attention à la délinquance de prédation sur les touristes et les spectateurs des Jeux qui fréquentaient les enceintes. On faisait attention à ce qu'évidemment ils ne se fassent pas dépouiller. On a plutôt très bien réussi, mais c'est pas du tout la même chose. Hein. Par contre, pour répondre à Madame la députée Laure Miller, oui, on s'est inspiré des scénarios précédents, et les scénarios précédents, c'est 2018. C'est d'abord 1998, hein, c'était un grand moment, une grande liesse populaire, mais enfin, on a quand même eu quelques pillages accessoirement à l'époque, hein, faut pas l'oublier. 2018, 2098, on a plusieurs viols, hein, je crois. Hein, j'ai pas les chiffres de 98, mais c'était une grande liesse populaire, mais il y a quand même eu des exactions, des incidents. 2018, évidemment, ça a aussi le cas. 2020 aussi. Et ce qui nous a quand même guidé dans la conception du dispositif pour cette finale, c'est la demi-finale. Hein, c'est la demi-finale. Parce qu'en demi-finale, on a eu à peu près les mêmes phénomènes, mais avec une intensité bien moindre. Et ça, on s'est inspiré, hein, Madame la députée, très clairement de la demi-finale. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ferme les champs, qu'on condamne à la circulation automobile les perpendiculaires et qu'on tient les perpendiculaires des champs, puisque c'est là que pour la demi-finale, on a eu des tentatives d'attaque qui ont toutes été déjouées d'ailleurs. Modulo, et je le regrette, un salon de coiffure. J'ai vu que ce monsieur était hier soir sur BFM et vraiment je compatis avec lui. On a eu un salon de coiffure qui effectivement a été pillé le jour de la demi-finale. Mais c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc on s'est inspiré de la demi-finale parce qu'on pensait, et on ne s'est pas trompé, que ça a été à peu près le même scénario. C'est-à-dire pour la demi-finale qui se jouait à Paris, on a eu du monde autour de la porte de Saint-Cloud, on a eu des tentatives de descente sur le périph', on avait beaucoup de personnes sur la porte de Saint-Cloud, puis ensuite on a eu sur les champs une activité assez soutenue, hein, assez soutenue, et on s'est inspiré de ça donc pour fermer la circulation. Voilà. Donc on s'inspire à chaque fois des événements, et probablement, je vous dirais d'ailleurs les enseignements qu'on peut tirer de ce qui s'est passé, hein, qui remettent absolument pas en cause la robustesse du dispositif, mais je vous dirais les conséquences que j'en tire. D'ailleurs, certains l'ont évoqué dans leurs questions. Voilà, ce qu'il nous faudrait évidemment pour. Alors, vous me posiez une autre question, Madame la députée, c'est l'intensité des violences. Oui, elle est plus forte, c'est clair. Hein, donc les effectifs que nous avons rencontrés avec les directeurs nous disent que l'adversité était beaucoup plus forte, l'intensité de violence était beaucoup plus forte, et on avait vraiment affaire là uniquement à des casseurs, des pilleurs, des gens qui étaient extrêmement déterminés. L'intensité était plus forte. Les mortiers aussi, l'usage qui a été fait des mortiers a été encore plus massif, avec ces mortiers multicoups qui sont tirés directement à tir tendu sur les forces de l'ordre. Voilà, on a eu à le déplorer. Ce matin encore une fois, le ministre d'État réunissait les personnels qui ont été blessés. On avait des fonctionnaires qui avaient ici ou là des cocards, enfin des tirs de mortier qui les avaient atteints directement. Donc on a vraiment eu une intensité plus forte. Et oui, il y a un rajeunissement dans les violences qu'on voit sur les phénomènes des casseurs, des pilleurs, mais pas que. Hein, pas que. Je mets de côté, encore une fois, le drame de Nogent, le drame qui a frappé le petit Elias. On le voit, nous, sur l'agglomération parisienne, avec les affrontements entre bandes. Chaque année, l'âge moyen des personnes qui sont impliquées dans le phénomène des rixes entre bandes baisse. Chaque année, ce nombre baisse. Hein, donc cet âge moyen, on était à 17 ans et demi, 18 ans, on est à 16 ans. On est à 16 ans actuellement. Voilà, avec des individus, des jeunes qui s'affrontent, parfois avec des armes blanches. Donc évidemment, oui, il y a aussi un rajeunissement chez les casseurs. Alors voilà pour la réponse à Madame Miller. Pour la réponse à Madame... alors pour le groupe LFI, c'était Madame Hervieux qui... Non, j'avais Madame... C'était pas Madame Elisa Martin, je crois, qui m'a... Voilà, donc Madame Elisa Martin, je peux répondre. Tu me dis
Oui, alors la porte-parole du gouvernement, elle a parlé de violence inférieure, mais elle parlait des dégradations. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu, grâce au dispositif, sans doute moins de dégradations, moins d'incidents, mais ça ne veut pas dire que le niveau de violence n'était pas plus élevé. Donc c'est ce qu'elle veut dire quand elle dit ça. Donc ça ne veut pas dire que le niveau de violence était inférieur. Nous, on considère qu'on a eu affaire à une adversité extrêmement forte. Et je crois qu'on peut, je maintiens l'intensité, le caractère, je ne vais pas dire exceptionnel, peut-être pas, mais en tout cas, une intensité dans la violence qui était plus forte que d'habitude, avec des masses de personnes qui sont arrivées. Et est-ce que tout ça est prévisible? Évidemment, ça l'est. Sinon, on n'aurait pas bâti le dispositif qu'on a bâti, qui, je vous le redis, était un dispositif qui sanctuarisait les Champs-Élysées, les perpendiculaires, qui sont des lieux de prédation habituels. Certains d'entre vous ont dit qu'on donnait une image de la France. J'espère, ça c'est un ancien du renseignement qui parle, qui n'échappe pas à certains membres de la représentation nationale, que quand il y a des incidents et des troubles à l'ordre public, certains pays étrangers ont intérêt à les faire monter en puissance. J'espère que ça ne vous échappe pas, parce que dans les critiques qui peuvent être faites dans la presse internationale, on a parfois on est directement alimenté par des comptes d'influence de pays étrangers qui ne veulent pas forcément du bien et qui évidemment montent en épingle les incidents qui se passent chez nous. Mais oui, mais en le disant ça, je suis très sérieux. Et donc, oui, ces événements, ils étaient évidemment prévisibles. Et c'est pour ça qu'on a monté ce gros dispositif qui était, encore une fois, je vous le dis, c'était la sanctuarisation des champs. Éviter, quand vous avez des grandes enseignes qui sont pillées, enfin, l'image est catastrophique. Et donc, c'est ce qui a été fait sur les Champs-Élysées. Et puis, on est intervenu très rapidement sur... Malheureusement, il y a eu des dégradations et des vols dans des commerces. Ça, je ne le nie pas. Mais on a pu intervenir très vite et éviter qu'il y en ait surtout d'autres. Et donc, cette récurrence de ce type de violence, on y a répondu par un dispositif qui était évidemment très robuste. Et vous m'interpelliez, vous me disiez la police. Je dis la police ne peut pas tout. C'est pas le travail de la police. C'est pas ce que je dis. Je dis c'est pas seulement le travail de la police. Évidemment que c'est notre travail de prémunir, de protéger nos concitoyens et d'assurer la sécurité. Comment ? Oui, mais là, je vais y venir. Mais quand je disais que ça n'était pas que le travail de la police, je visais aussi un peu les causes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le travail de la police. Nous, on est le dernier rempart. On est ceux qui intervenons sur des jeunes qui viennent casser. Après, que notre pays vive une crise d'autorité, ce n'est pas nouveau. Qu'on ait besoin d'un choc d'autorité, ce n'est pas nouveau. Qu'on ait besoin, comme on parle assez souvent du continuum de sécurité, on a aussi besoin d'un continuum d'autorité. Ça passe par la discipline à l'école, ça passe par la discipline dans les associations, le rappel des règles. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur les causes. Concernant la question qui m'a été posée par Madame Hervieux pour le groupe LR, oui, sur les fermetures des stations. Alors les fermetures des stations, on a... pardon, je me suis trompé sur le nom du groupe, mais sur les fermetures des stations, oui, effectivement, on ferme les stations aux abords. Enfin, là, en l'occurrence, c'était fermé de la Concorde jusqu'à Argentine, Concorde-Porte-Maillot, sur différentes lignes. C'est une habitude, parce que c'est compliqué pour nous d'avoir des gens qui sortent dans un dispositif. Et puis, ça permet surtout de voir arriver les gens, donc, et plutôt que de les voir sortir au milieu d'un dispositif. Donc, on ferme. C'est habituel. C'est habituel. On le fait en lien, en l'occurrence ici avec la RATP, avec la SNCF. On le fait en lien avec eux. Et ça, c'est très habituel. Sur la fan zone à Charletti. Alors, effectivement, il a été un temps envisagé qu'il y ait une fan zone à Charletti. Pas au niveau de Madame Hidalgo, puisqu'on en a parlé, elle et moi, très directement. Ça ne nous semblait pas être une bonne idée. Pour la raison suivante, c'est qu'on avait déjà cette retransmission qui était organisée par le Paris Saint-Germain. On aurait créé un autre point de fixation qui est assez loin quand même, dans le 13e, assez loin, et où potentiellement ça aurait pu être une source d'incident aux abords ou à la sortie. Voilà. Et donc ça aurait été une fan zone assez importante. Donc ça ne nous semblait pas une bonne idée. En tout cas, du point de vue de la préfecture de police, ça n'était pas une bonne idée. C'est ce que j'ai dit à Madame Hidalgo, qui, très honnêtement, m'en avait l'air assez convaincue également. Elle en avait l'air assez convaincue. Les caméras piétons, on s'en sert effectivement. Alors effectivement, quand nos agents les ont, ils les utilisent.
Elles servent éventuellement de preuve quand il y a des violences, notamment sur les forces de l'ordre, et elles sont extraites sur réquisition du parquet, qui peuvent effectivement utiliser ces caméras piétons. Au cas d'espèce, je ne sais pas si ça a été le cas. Je ne sais pas. Après, on est dans le... Non, mais quand elles sont enclenchées, elles peuvent servir de preuve. Mais il faut que le parquet les demande. Voilà, il faut que nous-mêmes on les propose pour attester d'une violence. Après, le champ d'action, le champ de vision, il est quand même assez limité, mais en tout cas suffisamment pour caractériser le cas échéant des violences. Et enfin, sur le gap entre les interpellations et le placement en garde à vue, il n'est pas si important que ça. On a eu sur nos 491, on a eu un certain nombre d'amendes forfaitaires délictuelles qui ne sont pas forcément traduites par des gardes à vue, mais sur les 491, le nombre de gardes à vue au total, c'est 390. Voilà, 396 mises à disposition et donc 326 gardes à vue. Voilà. Donc le gap n'est pas si important. Après, il y a le traitement judiciaire. Moi, la procureure de la République de Paris a communiqué. Moi, je ne vais pas le faire. Voilà. Moi, on a travaillé en très bonne intelligence avec le parquet de Paris, comme toujours, qui nous permet de rédiger notamment des fiches de mise à disposition dématérialisées qu'on utilise ici à Paris. Donc voilà, les relations étaient extrêmement fluides. Et on avait renforcé aussi, j'en ai pas parlé dans le dispositif parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait renforcé notre service de traitement judiciaire de nuit de manière significative pour pouvoir absorber l'ensemble des procédures, ce qui a été fait. Et donc ensuite, évidemment, on soumet à la justice ces personnes, mais à la fois, et le nombre d'interpellations et le nombre de placements en garde à vue est quand même assez élevé. Après, les suites judiciaires qui sont données, les magistrats appliquent les textes tels qu'ils sont. Voilà. Donc... voilà. Ensuite, pardon. Sur les agressions sexuelles. Oui, pardon, sur les agressions sexuelles. Alors, le phénomène que vous décrivez, très honnêtement, moi, je ne le nie pas. Que les choses soient claires, qu'il soit compte tenu de l'intensité de violence à laquelle on a assisté, des caractéristiques des personnes. Moi, je ne nie pas du tout le fait qu'il y ait pu avoir des agressions sexuelles, que les choses soient claires. Et je comprends que pour une jeune femme, c'était compliqué, effectivement, de se balader en jupe au milieu. Je ne le nie pas. Ce que je vous dis simplement, c'est que nous n'avons pas retrouvé dans les plaintes pour agression sexuelle, ce qui ne veut pas dire je nie pas le phénomène. On n'a pas retrouvé une augmentation du nombre d'agressions sexuelles. Sur les agressions sexuelles, j'ai le chiffre. Si je prends le temps on a une évolution assez faible, en fait. Voilà. Donc, sur les atteintes sexuelles, on a eu 26 faits sur tout Paris. Aucune poussée importante sur le 8, 16 et 7 et 17, qui étaient les endroits où ça a été le plus difficile. On a eu 27 faits sur tout Paris et c'était 11 le week-end précédent. Voilà, donc il y a eu une légère augmentation des atteintes sexuelles, mais voilà, c'est pas non plus une explosion. Mais encore une fois, je pense qu'il y a très clairement un chiffre noir, très clairement. Voilà. Voilà. Et donc évidemment, la seule façon c'est la présence, c'est la présence des effectifs qui permettent de remédier à cela. Sur les profils des mineurs, donc c'est monsieur le député Hetzel qui m'a interrogé là-dessus. Sur le profil des mineurs, on est quand même d'origine, je suis obligé de le redire, plutôt des profils de personnes qui viennent de petites et de grandes couronnes. Un certain nombre d'entre eux ne sont pas domiciliés d'ailleurs dans les procédures, mais c'est quand même le profil le plus important. Alors, c'est peut-être pas la représentation de ce que représente la grande et la petite couronne sur l'agglomération parisienne, mais le profil était plutôt des personnes assez jeunes, qui étaient des jeunes des quartiers, qui sont les jeunes que nous retrouvons dans les violences urbaines, en fait, le plus souvent. Ça, c'est clair, net et précis. Et pour le profil pour les mineurs, alors, on a un gros quart, j'ai dit un tiers tout à l'heure, je crois que c'est un gros quart de mineurs sur les gardes à vue. Un gros quart de mineurs sur les gardes à vue. Est-ce que nous aurions pris des décisions différentes ? Très honnêtement, non. Très honnêtement, non. Moi, les choses seraient à refaire. On reprendrait le même dispositif. Voilà, on reprendrait le même dispositif. Ce qu'il faut les enseignements qu'on en a quand même
tirait sur... Mais compte tenu de ce qui s'est passé, hein, donc c'est toujours facile après de réécrire l'histoire. Ça, c'est le jeu préféré des spécialistes en plateau. Hein, moi, je fais un métier depuis 18 ans où, avant la bataille, personne ne m'explique comment il faut faire. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui vous expliquent les choses. Hein. C'est la loi de la démocratie, on va dire. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vous expliquent comment il fallait faire. Ce que nous, on a retenu comme les deux enseignements, hein, c'est la confirmation que la mobilité, c'est extrêmement important. Et donc, il faut toujours qu'on soit plus mobile, il faut qu'on travaille à cela, mais c'est extrêmement important. Mais attention, parce que j'ai entendu ici ou là des critiques, ah oui, il y a certains, telles ou telles unités n'ont pas pu se déplacer, elles auraient voulu aller... Ben oui, mais sauf que si vous lâchez les grandes enseignes commerciales pour aller percuter, impacter des groupes de jeunes, et que vous faites piller les magasins, c'est pas terrible non plus. Donc voilà, ça c'est des décisions que j'assume, mais on va encore plus travailler dans la mobilité, c'est ce que nous demande d'ailleurs le ministre d'État, hein, la mobilité. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure par l'un d'entre vous, sur le périphérique, hein, il est évident qu'il faut qu'on fasse attention aux ponts, quand il y a des blocages de périphérique, il faut qu'on tienne les ponts, ce qui a été un élément de difficulté pour nous. Hein, clairement, voilà, si je ne changerai pas le dispositif, il y a deux ajustements qui sont ceux-là. Alors, en vrai, on les a fait dès le dimanche. Dès le dimanche, on a appliqué ces mesures en rapatriant des effectifs de la parade pour tenir les enseignements de ce qui s'était passé le samedi. Et c'est ça la vie de l'ordre public. C'est pas le chaos, c'est pas le fiasco sécuritaire. C'est des hommes et des femmes qui réfléchissent aux situations et qui essaient d'apporter une réponse. Et dès le dimanche, on a modifié ce dispositif de la sorte en rapatriant du monde de la parade. Malheureusement, il y a eu cette scène dont vous parliez, Madame la députée Firmin Lobodo, cette scène qui a eu lieu parce que j'ai décidé de lever le dispositif parce qu'il n'y avait plus personne autour du Parc des Princes. Concernant les questions qui ont été posées, alors c'est Madame Balage-Mariki, je crois, hein, sur les jeux, oui, groupe écologie, oui, sur les jeux, donc je vous ai répondu, hein, et à la fois la finale de la Ligue des Champions et les jeux, c'est pas tout à fait la même chose. Sur le fait de couper le périphérique, effectivement, pourquoi pas couper le périphérique, mais c'est-à-dire on coupe un axe de circulation important, et en vrai on l'a fait en conduite. Hein, quand il y avait les barrages sur le périphérique, on coupe les accès au périph' de manière à éviter que les gens viennent s'engorger à l'intérieur du périphérique. Et donc c'est ce qu'on a fait, mais on l'a fait en conduite. Hein, on l'a fait en conduite. Sur la fan zone pour Charletti, hein, j'ai répondu sur Charletti. Vous m'avez posé la question, Madame la députée, de savoir s'il y avait eu des incidents dans les autres fan zones. Non. Hein, donc on a eu des fan zones, on en a eu au total, je dirais une petite trentaine, dont plus d'une quinzaine en Seine-Saint-Denis, dont une à Noisy-le-Grand où il y avait 7000 personnes pour une capacité à 5000. On n'a pas eu d'incident sur les fan zones, mais parce qu'on était présent. Hein, on était très présent autour des fan zones. C'était Madame la directrice et ses services qui étaient en charge des fan zones. À Noisy-le-Grand, ça a été un peu tendu. Il y a 1000 personnes qui n'ont pas pu rentrer, mais voilà, les fan zones ont été tenues. Sur quantifier le nombre de personnes qui ont été présentes et qui ont commis des exactions, je crois qu'on peut parler de milliers de personnes. On peut parler de milliers de personnes dans tout Paris, entre la porte de Saint-Cloud, le Parc des Princes, les Champs, voilà, on avait des milliers de personnes qui étaient animées des plus mauvaises intentions. Sur le fondement des interpellations juridiques, il y a eu un peu tout hein, dans les interpellations. Sur le fondement des interpellations juridiques, on a eu des interpellations pour destruction, dégradation, détérioration volontaire, des violences volontaires. On a eu de la détention de produits explosifs ou incendiaires, hein, donc pour les mortiers. On a eu de la violence sur les fonctionnaires, les personnes dépositaires d'autorité publique, hein, donc sur les fonctionnaires ou les militaires de police ou militaires de gendarmerie. Des violences volontaires avec armes, des groupements en vue de commettre des violences ou des dégradations, des recels, des vols évidemment, hein, les personnes qu'on interpelle dans les magasins, port d'armes prohibé et rébellion. Voilà. Donc, les principaux chefs d'inculpation qui ont été retenus. Sur les outils dont nous aurions besoin, je ne vous cache pas que on a expérimenté pendant les... Alors, c'est un avis très personnel que je vais vous donner, hein, mais on a expérimenté pendant les Jeux Olympiques des dispositifs d'algorithmie hein, sur la vidéoprotection, dont il y avait 8 cas d'usage. Un des cas d'usage nous permettait de détecter des mouvements de foule, foule massive. Bon.
Je pense que ce type d'outil en vidéo peut nous être utile dans des soirées comme ça, où vous avez des groupes qui s'éclatent un peu partout, et la caméra, simplement en voyant une rue où soudain on a un attroupement, que ça puisse attirer l'attention des vidéo-opérateurs pour mieux diriger les forces de police. Je pense que ce sera une solution. Malheureusement, bon, le texte, pour l'instant, n'a pas été reconduit et il ne peut être appliqué que pour les manifestations culturelles, les événements sportifs, les événements d'ampleur dont ne font pas partie la vie courante. Mais je pense que pour nous, ce sera un outil extrêmement utile lors de ces soirées. Savoir, par exemple, que dans telle rue, qui normalement est déserte, où il y a des commerces, on a d'un coup 200 personnes qui sont présentes. Donc, il y a un problème. Et donc, le vidéo-opérateur, grâce à l'algorithme, il n'y a pas de recours facial, il n'y a pas de... C'est juste, son attention est attirée sur une présence massive de personnes. Et évidemment, l'autre outil qui nous est indispensable, ce sont les drones. Les drones qu'on utilise, maintenant on peut le faire. Et c'est très important pour nous, dans des soirées comme ça, avec des groupes épars et diffus, d'avoir la possibilité d'avoir un champ visuel très élargi. Donc les dispositifs pour encadrer les mineurs, moi je crois que le débat il va s'engager maintenant. Moi j'ai pas de... Évidemment il y a des politiques de prévention de la délinquance qu'on mène depuis longtemps dans ce pays, mais il y a vraiment besoin d'avoir un choc d'autorité à tout point de vue. Sur les questions qui m'ont été posées par le groupe, c'est Blandine Brocard, je crois, hein, pour le groupe des démocrates. Donc, je vous ai répondu hein, sur les JO, c'est pas la même chose. Hein, voilà, je pense qu'on peut pas comparer. Sur alors, vous avez cité les 2 morts. Effectivement, il y a un mort à Dax et nous avons un mort. Enfin, il y a une enquête judiciaire en cours. C'est plutôt un accident, hein, donc on verra. Moi, je reste une personne est décédée. Je laisse la justice faire son travail. Hein, ça se passe pas sur nos champs d'intervention. Hein, c'est plutôt dans le 7e et c'est manifestement un accident. Donc on verra. La justice fera son travail. Donc, comme je vous l'ai dit, la finale de 2022, hein, c'est pas du tout la même configuration, mais de la finale 2022, on a tiré des enseignements. Hein, on a tiré 2 enseignements d'abord. C'est une meilleure, au Stade de France, puisque ça se passe au Stade de France, une meilleure orientation des flux de supporters. On a revu tout le schéma. Hein, le préfet Michel Cadot, qui était à l'époque délégué interministériel aux Jeux et aux grands événements sportifs, a fait un travail dans un rapport qu'on applique, c'est-à-dire on a revu les flux de spectateurs. Et surtout, avec les services de Mme Tomatis, on muscle complètement le dispositif de lutte antidélinquance maintenant autour du Stade de France. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à 400 fonctionnaires qui ne font que ça, hein, qui sont présents à la périphérie pour éviter les vols violents et les atteintes aux personnes. Donc on a vraiment tiré toutes les leçons de tout cela. Concernant le groupe Horizon Indépendant, c'est M. Albertini, hein, je crois Monsieur Albertini qui m'avait interrogé. Donc sur les finales, hein, je vous ai répondu. Voilà, on en a tiré toutes les conséquences. Bon, après le Portugal, c'était 300 personnes. Hein, voilà, c'est 300 personnes. Hein, voilà, donc c'est pas dans une ambiance festive. Hein, donc quand c'est comme ça, en général, parce que il faut aussi arrêter de dire qu'on peut tout interdire. Moi, c'est pas ma conception des choses. Hein, mais quand il y a des victoires des clubs, que ce soit y compris des clubs étrangers, hein, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, on est bien placé pour le savoir. Le lieu de rassemblement, c'est les champs. Comment est-ce qu'on gère ces événements? Comme on l'a fait hier soir. C'est-à-dire qu'on ne va pas interdire un rassemblement festif, fût-il la célébration de la victoire d'un pays étranger. Simplement, on tient les personnes sur la chaussée et on laisse la circulation pour éviter que les personnes n'envahissent la chaussée. Et c'est comme ça que ça s'est géré hier. Mais il y avait 300 personnes. Hein, donc rien de comparable, évidemment. Mais je ne crois pas que vous ayez fait cette comparaison, mais cette précision me paraissait utile. Comment ça se passe dans les autres pays étrangers? Vous savez, des incidents, il y en a partout, il y en a ailleurs. Hein, donc vous avez cité 2 exemples où ça s'est bien passé. On en a plein d'autres en tête où ça s'est mal passé sur des célébrations. Hein, et dans des cas, ça se passe parfois mal sur des concerts, ça se passe parfois mal sur des manifestations. Voilà, je crois qu'on est quand même un pays solide en matière d'ordre public. On est quand même un peu un modèle dans le monde. Hein, donc il faut aussi le dire. Hein, moi, je veux bien, encore une fois, qu'on parle de fiasco sécuritaire, mais enfin, on est quand même un pays qui reçoit, et notamment à la direction de l'ordre public et de la circulation, des délégations des pays du monde entier pour voir comment on travaille sur les manifs, comment on organise les grands événements. Et évidemment, je ne vous dis pas comment nous sommes sollicités, combien nous sommes sollicités depuis les Jeux Olympiques. On ne peut même pas répondre aux demandes. On a aussi un peu de notre job à faire. Donc voilà. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait
que dans les autres pays, ça se passe forcément mieux. Et très honnêtement, j'entends beaucoup parler en ce moment de remise en cause de la doctrine du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre public, c'est dans les manifestations. C'est dans les manifestations. Les événements festifs, c'est encore autre chose, du moins quand ils se passent bien. Et quand vous partez en violence urbaine, on n'est plus dans la doctrine, dans le schéma du maintien de l'ordre, qui existe, qui a été élaboré dans ce pays. Mais on est dans autre chose. On est dans autre chose, et à tel point d'ailleurs qu'avait été mis sur l'ouvrage, et je crois que c'est toujours en cours, une révision du schéma national, qu'on va appeler schéma national des violences urbaines. Parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous savez, le schéma de maintien de l'ordre, par exemple, on laisse les journalistes travailler, on leur permet de faire leur travail. En violence urbaine, c'est pas forcément top tout ça. Hein. Et violence urbaine, c'est pas la même chose. C'est des groupes d'issus qui s'éclatent et il faut être extrêmement réactif. Voilà. Donc, en tout cas, moi, cet événement, je considère, sauf évidemment à ce qu'on me dise le contraire, qu'il ne remet pas du tout en cause notre doctrine. Il ne la remet pas en cause. On avait un dispositif qui était performant, qui a été réactif. Le nombre d'interpellations inédits le montre, le nombre de dégradations évitées le montre. Ça ne remet pas en cause notre doctrine. Soit parce qu'elle a été performante, soit parce que ceux qui vous disent qu'elle n'est pas performante la lisent de manière totalement erronée. On a pu lire dans la presse il y a quelques heures, quelques jours, le fait que la doctrine, c'était de ne pas intervenir. C'est faux. Je l'ai encore entendu dire par un grand spécialiste des questions de sécurité, il y a quelques heures sur une chaîne d'information en continu. C'est faux. Notre doctrine, c'est l'intervention. Et monsieur le député Léaumont et ses amis me le reprochent souvent, pour ne pas me faire le procès de ne pas être quelqu'un qui intervient. Moi qui ai cette réputation depuis les Gilets jaunes, vous savez, quand vous regardez, vous tapez Laurent Nunez sur Internet, et vous voyez de quoi on m'affuble. Hein, donc je ne suis pas réputé pour être un tendre et un doux. Voilà, respectueux des règles républicaines, mais quand même, je suis quelqu'un qui sait aussi faire respecter l'ordre. Voilà. Et donc cette doctrine, c'est celle qu'on applique. Hein, c'est une doctrine, voilà, l'ordre public, c'est une doctrine, encore une fois, d'intervention. Et les VU, c'est encore autre chose. Alors ensuite, pour répondre au groupe à Monsieur Versman, qui est là, pardon, voilà. Sur le suivi judiciaire, moi, le suivi judiciaire, pardon, je me défausse pas, mais la procureure de Paris a communiqué. Hein, donc moi, je m'en réfère à son communiqué. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on travaille très bien avec le parquet de Paris, notamment sur le traitement judiciaire en manifestation en violence urbaine. Voilà. On a un groupe de travail qui se réunit très régulièrement et on travaille avec le parquet de Paris pour savoir comment améliorer nos procédures. Parce qu'il est vrai qu'il y a une partie de nos procédures qui peuvent tomber parce qu'on n'a pas suffisamment bien rédigé le PV de mise à disposition, etc. Je ne crois pas que ça a été le cas sur cette finale. Ça a pu être le cas sur certaines manifestations, ce qui suscite un peu d'incompréhension parce qu'on va donner un chiffre d'interpellation, de garder à vue, et puis les suites judiciaires sont très faibles. C'est parce qu'on n'aura pas été assez bon dans la rédaction des procédures. Ça n'a pas été le cas parce qu'on travaille de plus en plus étroitement avec Madame la procureure de Paris, notamment sur la rédaction des procédures et comment il faut caractériser un contexte, notamment pour ces infractions comme le groupement constitué en vue de commettre des violences, etc. Donc il faut qu'on caractérise un contexte, et ça, on le fait en lien avec le parquet de Paris qui, quelque part, nous dit un peu ce qu'ils attendent. Et nous, on essaie d'être en phase avec ces attentes. Sur le coût de l'action des dégradations, bon, effectivement, c'est effectivement très important. Nous, on ne sait pas le chiffrer, mais je pense qu'il sera chiffré. On a plusieurs façons de le chiffrer. On a parfois les demandes en indemnisation. Hein, bon, voilà, donc ou des commerçants qui nous donnent évidemment le coût des dégradations. On l'a pas encore chiffré. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à date, hein, sur nos véhicules, le chiffre qui m'a été donné, c'est 160 000 € hein, de réparation hein, sur nos véhicules qui ont été dégradés pendant ces événements. 160 000 € de réparation. Voilà. Après, sur le coût global de l'action de police, je suis assez d'accord avec vous, ça vaudrait le coup de chiffrer ce que représente un dispositif pour fêter, célébrer un événement sportif. Hein, ça serait utile. Vous savez que pour certains types d'événements, on le facture à l'organisateur, hein, donc on est même tenu de le faire. Pour partie d'ailleurs, on facture au Paris Saint-Germain une partie des festivités. Hein, mais vous avez raison que ce serait intéressant pour nos concitoyens de savoir le coût que représentent à la fois les dégradations qui sont commises
et surtout le coût des forces de l'ordre engagées. Sur les leçons à tirer, voilà, c'est vous qui parliez tout à l'heure du contrôle des ponts. Je pense que oui, il faut qu'on fasse attention aux ponts. On l'a bien vu sur cette séquence. Et dès le dimanche, d'ailleurs, tous les ponts étaient tenus. Donc voilà. Et puis sur la souricière, on va y réfléchir. Mais voilà, je pense que c'est créer un fromage pour attirer les. Voilà. Donc on essaie surtout d'être mobile et d'être le moins fixe possible. Sur la question qui m'a été posée ensuite, qui est parti. Oui, alors c'était la question sur prévenir les phénomènes massifs, l'IA. Oui, je m'étais noté aussi que pour d'évoquer l'intelligence artificielle, donc mais je l'ai fait. Donc et pour est-ce que j'en termine? Quasiment, oui, pour Madame Borde, sur le fiasco sécuritaire, je vous ai répondu, et également sur l'image qui est donnée dans notre pays. Bon, après, moi, je suis un haut fonctionnaire, je ne suis pas dupe, il est normal qu'il y ait un débat politique, des polémiques politiques, je ne suis pas dupe là-dessus, mais voilà, moi, pardon, j'étais un peu vigoureux tout à l'heure, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de fiasco sécuritaire. Il y a un dispositif qui a répondu à des violences. On a fait des interpellations comme jamais on en a fait avant et on a évité bien des exactions. Voilà. On peut avoir une lecture différente. Je comprends que vous avez une lecture différente, mais ce n'est pas la mienne. Et je peux vous dire que quand on s'est réunis avec l'ensemble des... On a fait un rétex, évidemment, tous ensemble. Je peux vous dire que mon appréciation, elle est partagée par moi, bien sûr, par mes directeurs et par les responsables des services de gendarmerie nationale et des compagnies républicaines de sécurité. Voilà. Et par ailleurs, puisque vous m'interrogiez sur la sécurité des Parisiens, moi, depuis que je suis préfet de police, Madame la députée, la délinquance baisse à Paris. Je voudrais qu'elle baisse encore plus, et je vais m'y employer, mais elle baisse à Paris depuis que je suis préfet de police. Et le ministre d'État m'a demandé de faire encore mieux, et je vais faire encore mieux dans le cadre des plans de restauration de la sécurité du quotidien. Et on va lutter contre le narcotrafic, qui nous impacte aussi dans l'agglomération parisienne. Sur les dégâts matériels, je vous redis la même chose, il faut qu'on tout ça se chiffrera, et je partage évidemment, mais je vous le redis, ce qui a été dit, Madame la députée, sur la mobilité. Évidemment, nous on est très mobile et c'est notre doctrine d'emploi, réactivité et percussion, et on est mobile. Alors pour Monsieur le député Léaumont, sur le fait de fêter paisiblement, c'est un peu le débat qu'on a quand on parle des manifs, vous et moi. Sur les manifestations, moi, depuis que je suis préfet de police, et vous ne pouvez pas dire le contraire, puisque je discute quand même avec beaucoup de vos députés de votre groupe sur la participation des manifestations, sur l'organisation des manifestations. Nous n'intervenons que quand il y a des violences. On n'est pas là pour réprimer un mouvement social. J'ai eu l'occasion de vous le dire à de nombreuses reprises. Quand on intervient, c'est parce qu'il y a des gars qui sont en train de péter des vitrines ou d'attaquer les forces de l'ordre. Jamais avant. Jamais avant. Ce soir-là, c'était pareil, monsieur le député. Ce soir-là, vous êtes allé sur les champs, vous avez vu du gaz lacrymogène, mais au début, on était sur une posture très sympathique. Moi, j'y suis allé, j'ai fait la visite, j'ai visité l'ensemble des troupes. Au tout début, tout le monde était en attente. Et quand vous avez des jeunes qui commencent à balancer des projectiles sur les forces de l'ordre, qui viennent essayer de casser des barrages, de faire céder des barrages, et puis qui s'en prennent à des commerces, on est obligé d'intervenir. On n'intervient pas sur une foule pacifique. Ça n'existe pas. D'abord, on n'a pas le droit de le faire. Mais surtout, ce n'est pas du tout notre intention. Et ce soir-là, moi je suis désolé, mais nous ne sommes intervenus que sur des groupes qui soit s'en prenaient à du mobilier urbain, soit s'en prenaient à des commerces, soit s'en prenaient à des forces de l'ordre. Et on l'a fait de manière extrêmement proportionnée. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour dire que ce soir-là, sur l'ensemble de l'agglomération parisienne, on a utilisé près de 4500 grenades. 4500 grenades sur l'ensemble de l'agglomération parisienne. C'est dire un peu l'intensité que nous avions en face de nous. Sur la circulation qui a été coupée, non, on ne l'a pas coupée partout, la circulation. On ne peut pas couper la circulation partout, ce n'est pas possible. On l'a fait dans les endroits où il y avait des risques de grands rassemblements de personnes. Et d'ailleurs, quand, en marge d'un débit de boisson, vous avez des gens qui s'étalent sur la voie publique, ce qui arrive assez souvent, on intervient pour remettre tout le monde sur le trottoir, et quand on n'y arrive pas, Madame la directrice, on coupe ponctuellement la circulation pour éviter la voiture folle. Évidemment, on le fait, mais en conduite. Mais on avait décidé de le faire sur un périmètre qui était déjà très étendu. Je vous renvoie à la carte qu'on a publiée en marge de l'arrêté que j'ai signé sur la fermeture de la circulation qui a été effective à compter de midi sur l'Étoile et la périphérie et 18h autour des champs.
le périmètre était quand même assez large. On a coupé la circulation justement pour éviter des incidents. Sur la mauvaise explication du dispositif, je comprends pas trop qu'un barrage de circulation vous ait refoulé. Enfin, normalement, on laissait passer les gens. Hein. Oui. Oui, on échangera après, mais sur la circulation, en général, on coupe la circulation, mais les gens peuvent passer. Et enfin, sur les mouvements de foule qu'il y a eu, ils étaient provoqués par les casseurs et les pilleurs eux-mêmes, dès le début. Ah si, dès le début. Dès le début, à 18h sur les champs, 19h, vous aviez des groupes qui allaient, qui venaient, qui couraient de haut en bas. Et ça a été comme ça toute la soirée. Et donc, forcément, il fallait intervenir. Sur la question de Madame la députée Firmin Lebaudot, sur les UFM, la mobilité, oui, je vous redis ce que je disais tout à l'heure à Madame la députée. Nous, toute notre stratégie, depuis maintenant une dizaine d'années, elle repose sur la mobilité. Donc, c'est le grand enseignement qu'on a tiré collectivement du 1er décembre 2018 et du mouvement des Gilets jaunes et de la grande manifestation du 1er décembre. Ça a été de rendre plus mobiles les forces de l'ordre d'une manière générale, et tout le monde l'a fait, les gendarmes mobiles, les CRS, les compagnies d'intervention de la préfecture de police. Et maintenant, nous avons quand même une grande mobilité qui est quand même la réponse, la plus adaptée à la fois au départ en cortège sauvage, aux dégradations pendant les manifestations, parce que évidemment, quand on se met à distance pendant une manifestation pour éviter d'être traité de provocateur, ce qui est trop souvent le cas malheureusement, la contrepartie, c'est que quand il y a des dégradations, il faut intervenir très vite. Et ça, c'est la mobilité qui le permet. Quand il faut aller récupérer des groupes de pilleurs qui se sont dispersés pour commettre leurs exactions, il faut se déplacer très vite sur les points. Et donc la mobilité, c'est vraiment notre atout maître. Et c'est ce que l'on va continuer à travailler. Tout est perfectible et on va continuer évidemment à travailler cette grande mobilité. Et évidemment, et j'en terminerai par là, je crois que j'ai fini ensuite, je regrette évidemment, comme vous, l'image du périphérique, ces barrières qui étaient balancées à jet continu le dimanche soir à partir d'1h15 du matin pour bloquer le périphérique par plusieurs centaines de personnes qui étaient venues tard dans la nuit et après que le dispositif ait été levé. Effectivement, je le regrette. On a tout fait pour intervenir le plus vite possible et c'est ce qui a été fait. Mais évidemment, je regrette moi aussi cette scène. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Préfet de police. Et moi, je pense qu'il était important que vous puissiez venir devant la Commission des lois. J'allais dire presque à froid. C'était mon souhait. Nous sommes à 10 jours après les festivités du dimanche et du samedi et du dimanche. Et après beaucoup de commentaires, après beaucoup d'interventions dans la presse, vous l'avez dit, beaucoup de personnes qui ont refait le dispositif de sécurité et le match, comme l'a dit Antoine Léaumont à l'instant. Et il me semblait important que nous puissions vous écouter. Vous avez apporté des réponses particulièrement précises et éclairantes, qui pour certaines d'entre elles reprennent d'ailleurs certaines des conclusions que nous avions pu commettre avec Patrick Hetzel lorsque nous avions mené nous-mêmes une commission d'enquête sur des violences commises à l'occasion de manifestations, en l'occurrence en mars 2023. Je veux remercier les directeurs et la directrice qui vous accompagnez, Monsieur le Préfet de police. Et encore une fois, merci pour votre intervention devant la Commission des lois à cette heure tardive mais utile. Merci, Monsieur le Président.